Bien avant que les chroniques ne deviennent des livres, avant que l'histoire ne prenne la forme de récits ordonnés, des mots furent gravés dans l'argile. Ils ne racontaient pas des mythes au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils consignaient des faits observés, des peurs mesurées, des événements dont les conséquences se lisaient dans le paysage lui-même. Ces tablettes, enfouies sous des couches de poussière et de silence, décrivent un conflit ancien, mené avec une précision presque clinique. Elles évoquent des villes vidées de leurs habitants, des terres rendues stériles, et une rupture si profonde qu'elle mit fin à une civilisation entière. Ce qui trouble encore les chercheurs n'est pas seulement la violence de cette guerre, mais sa méthode, une stratégie qui semble avoir dépassé les capacités connues de l'époque. La question demeure intacte: qu'est-ce qui a réellement été déclenché, puis soigneusement effacé de la mémoire humaine ? Lorsque les premières tablettes sumériennes furent mises au jour, elles ne suscitèrent pas immédiatement l'étonnement. Leur apparence était modeste, presque fragile. De simples fragments d'argile séchés, marqués de signes répétitifs, parfois brisés, souvent incomplets. Pourtant, leur contenu allait lentement modifier la compréhension que l'on se faisait des origines de la guerre organisée. Ces tablettes n'étaient pas destinées à être lues comme des récits. Elles ne cherchaient pas à convaincre ni à émouvoir. Elles consignaient. Elles notaient des quantités, des absences, des pertes. Leur langage était précis, presque austère. C'est précisément cette neutralité qui attire aujourd'hui l'attention. Là où les légendes enjolivent, ces documents administratifs décrivent un monde en train de se défaire sans jamais le dire explicitement. Les scribes sumériens travaillaient dans un environnement où l'écriture servait avant tout à gérer la réalité. Des récoltes, des échanges, des stocks. Lorsqu'un événement exceptionnel survenait, il apparaissait dans ces registres sous forme d'anomalie. Une rupture dans la continuité des chiffres. Un changement soudain dans les livraisons. Une mention inhabituelle de terre devenue inutilisable. Rien n'était expliqué. Tout était constaté. C'est ainsi que les premières traces d'un conflit d'ampleur apparaissent. Pas dans des champs héroïques, mais dans des lignes sèches indiquant que certaines villes cessèrent brutalement de produire. Des noms de cités, autrefois centrales, disparaissent des tablettes comme si elles n'avaient jamais existé. Les archives continuent ailleurs, comme si l'administration avait simplement contourné un vide. Cette disparition documentaire est l'un des éléments les plus troublants. Les Sumériens étaient méthodiques. Lorsqu'une ville changeait de dirigeant, lorsqu'un temple était reconstruit, cela était noté. Ici, il n'y a ni transition, ni justification. Les noms cessent d'être mentionnés. Les itinéraires commerciaux se modifient. Les flux de céréales sont redirigés. Une réorganisation silencieuse s'impose. L'argile, matériau simple mais durable, a conservé ses absences avec une fidélité remarquable. Chaque tablette est un instant figé. Ensemble, elles forment une chronologie indirecte, révélant non pas ce qui s'est produit, mais ce qui ne s'est plus jamais reproduit. Une ville qui ne reçoit plus de rations, une région qui n'envoie plus de tribus, une administration qui cesse de comptabiliser certains territoires. Les archéologues ont longtemps interprété ces ruptures comme des conséquences naturelles. Sécheresse, migration, changement politique. Pourtant, à mesure que le corpus de tablettes s'est élargi, une cohérence inquiétante est apparue. Les zones affectées partagent des caractéristiques communes. Leur abandon semble rapide. Leur réoccupation, lorsqu'elle a lieu, se fait des générations plus tard. Les mots utilisés par les scribes restent constants. Ils ne décrivent pas le chaos, ils décrivent l'ajustement. Une redistribution des ressources comme réponse à une perte irréversible. Ce qui a été perdu n'est pas pleuré, il est intégré dans un nouveau calcul. Cette froideur apparente ne traduit pas l'indifférence, mais une nécessité. Le système devait continuer à fonctionner malgré l'effondrement de certaines de ses composantes. Certaines tablettes évoquent des champs devenus improductifs sans mention de crues ou de saisons défavorables. Le vocabulaire utilisé indique une stérilité persistante, non cyclique. La terre n'est pas décrite comme fatiguée, mais comme altérée. Les scribes notent simplement qu'elle ne donne plus. Cette nuance, subtile dans la langue sumérienne, a longtemps été négligée. D'autres documents mentionnent des déplacements inhabituels de population, non pas vers des terres plus fertiles, mais vers des centres administratifs précis, comme si les survivants étaient absorbés par des structures capables de les gérer. Ces mouvements ne ressemblent pas à des migrations progressives, ils sont abrupts, concentrés, organisés. Ce que ces tablettes ne montrent pas est tout aussi important que ce qu'elles contiennent. Il n'y a pas de traces de pillage massif, pas de liste d'objets volés, pas de mention de butin.
Or, dans d'autres contextes de conflits connus, ces éléments apparaissent presque toujours. Ici, la destruction semble avoir eu un autre objectif, neutraliser sans s'approprier. L'argile conserve également les silences. Certaines périodes deviennent soudainement pauvres en documentation, non pas partout, mais dans des zones spécifiques. Ailleurs, l'écriture se poursuit sans interruption. Cette asymétrie suggère un événement localisé, mais aux conséquences systémiques. Une perturbation suffisamment grave pour rompre la continuité administrative dans certaines régions, sans effondrer l'ensemble. Au fil des décennies, les chercheurs ont commencé à relire ces tablettes non plus comme des documents isolés, mais comme les fragments d'un même phénomène, une crise qui ne fut jamais nommée comme telle, peut-être parce qu'elle dépassait les cadres de compréhension habituels, peut-être parce que la nommer aurait été reconnaître une vulnérabilité profonde. Les Sumériens avaient une conception pragmatique du monde. Les dieux expliquaient ce qui échappait à l'observation directe, mais l'administration gérait ce qui était mesurable. Or, ici, l'administration semble confrontée à quelque chose qui résiste à la mesure ordinaire. Les chiffres continuent, mais ils racontent une absence durable. Certains signes cunéiformes apparaissent plus fréquemment dans ces contextes. Des termes liés à l'interdiction, à l'inutilisabilité, à la séparation. Ils ne désignent pas une catastrophe soudaine, mais un état prolongé. Une condition nouvelle qui oblige à redéfinir les frontières fonctionnelles du territoire. Ce que l'on perçoit à travers ces mots figés dans l'argile n'est pas le fracas d'une guerre, mais son empreinte administrative. Une violence traduite en réajustement comptable. Une destruction si complète qu'elle ne nécessite plus d'être commentée. Elle devient une donnée de départ, intégrée dans le fonctionnement normal du monde qui survit. Ces tablettes n'ont pas été conçues pour témoigner. Elles n'avaient pas vocation à transmettre une mémoire. Pourtant, elles le font avec une précision involontaire. Elle montre comment une civilisation peut enregistrer sa propre amputation sans jamais la nommer. Comment l'écrit, outil de contrôle et d'ordre, devient malgré lui l'archive d'une disparition. À mesure que l'on avance dans ces archives, une impression persistante s'installe. Celle d'un événement qui ne s'est pas contenté de détruire des villes, mais qui a modifié la manière même dont le territoire était pensé. Les routes changent, les centres de gravité se déplacent. Certaines régions cessent d'exister administrativement avant même d'être effacées physiquement. Ces mots, gravés avec soin, ont traversé des millénaires pour parvenir jusqu'à nous. Ils n'élèvent pas la voix, ils ne préviennent pas, ils constatent, et dans cette neutralité, ils laissent entrevoir un conflit dont la finalité n'était pas la conquête, mais l'effacement. Reste alors une question, discrète mais persistante. Si ces tablettes décrivent les conséquences avec autant de précision, pourquoi l'événement lui-même semble-t-il absent du récit écrit ? Peut-être parce que, pour ceux qui l'ont vécu, il ne s'agissait pas d'un effondrement progressif, mais d'une interruption nette, laissant derrière elle non pas des ruines immédiatement exploitables, mais des cités soudainement silencieuses. Lorsque l'on observe les traces laissées par la fin de certaines cités sumériennes, une idée persiste souvent par habitude, celle d'un effondrement progressif, lent, presque naturel. Pourtant, les données archéologiques et textuelles suggèrent autre chose. Ce qui s'est produit ne ressemble pas à une chute classique ni à un déclin étalé dans le temps. La civilisation sumérienne, dans son ensemble, n'a pas disparu. Elle s'est déplacée, réorganisée, resserrée autour de nouveaux centres, comme si une partie d'elle avait été méthodiquement retranchée. Les villes qui cessent d'apparaître dans les tablettes ne laissent pas derrière elles les signes habituels d'un abandon graduel. On ne trouve pas de couches successives de dégradation lente ni de réduction progressive de l'activité. Dans plusieurs sites, les niveaux archéologiques montrent une interruption abrupte. Les fours cessent d'être utilisés, les habitations ne sont pas réoccupées, les outils restent sur place, parfois rangés, parfois abandonnés à l'endroit même où ils avaient été laissés. Cette fixité soudaine suggère une rupture, non un départ préparé. Dans le même temps, d'autres villes continuent de prospérer. Les archives administratives se densifient ailleurs. Les réseaux commerciaux ne s'effondrent pas, ils se redessinent. Les itinéraires évitent certaines zones devenues impraticables, tandis que de nouveaux axes apparaissent. Ce phénomène est essentiel pour comprendre la nature du conflit évoqué indirectement par les tablettes. Il ne s'agit pas d'un chaos généralisé, mais d'une recomposition ciblée. Les Sumériens possédaient une capacité remarquable à absorber les crises. Les variations climatiques, les conflits locaux, les changements de dynastie faisaient partie de leur horizon historique. Or, ce que révèlent les archives de cette période,
C'est une réponse collective structurée, presque administrative, à une perte définitive de certaines régions, comme si l'événement à l'origine de cette disparition avait été reconnu comme irréversible dès le départ. Les textes postérieurs continuent d'évoquer des territoires anciens, mais souvent au passé ou dans un registre mythifié. Des lieux autrefois bien réels deviennent des références lointaines, des espaces d'origine, parfois associés à des récits de fondation ou de fautes anciennes. Cette transformation du souvenir suggère que la perte a été intégrée non seulement dans l'économie, mais aussi dans la mémoire culturelle. Sur le terrain, les archéologues constatent une chose troublante. Dans certaines zones abandonnées, les couches de destruction ne correspondent pas à des incendies massifs ni à des sièges prolongés. Les murs ne sont pas systématiquement effondrés. Les temples ne sont pas profanés de manière visible. Ce qui manque, ce sont les signes de réappropriation. Personne ne revient reconstruire. Personne ne récupère les matériaux. Le silence persiste. Cette absence de retour interroge. Dans l'histoire mésopotamienne, même les villes détruites par la guerre sont souvent rebâties. Leur emplacement conserve une valeur stratégique, religieuse ou économique. Ici, certaines cités semblent avoir perdu toute attractivité. Leur environnement immédiat ne soutient plus l'activité humaine. La ville n'est pas seulement détruite, elle est devenue inutile. Les tablettes évoquent indirectement cette inutilité. Des terres sont rayées des listes de production. Des canaux cessent d'être entretenus. L'eau, pourtant essentielle, est redirigée ailleurs. Ce choix implique une planification à long terme. Il ne s'agit pas d'une réaction improvisée, mais d'une décision consciente de concentrer les ressources là où elles peuvent encore être exploitées. Ce comportement collectif suggère que la cause de la disparition n'était pas mystérieuse pour les contemporains. Elle était comprise même si elle n'était pas explicitement nommée. Les scribes n'avaient pas besoin de l'expliquer, car elle faisait partie de l'expérience vécue. L'écriture, encore une fois, se contente d'enregistrer les conséquences mesurables. Les mythes sumériens, composés ou réorganisés après ces événements, offrent un écho atténué de cette réalité. Certains récits parlent de terres frappées d'interdictions, de régions que les dieux auraient rendues impropres à la vie humaine. Ces narrations ne doivent pas être prises comme des descriptions littérales, mais comme des tentatives de donner une forme intelligible à une perte collective. Ce qui distingue cette période, c'est l'absence de nostalgie apparente dans les documents administratifs. Il n'y a pas de tentative de restauration immédiate. Les efforts se portent ailleurs. Les nouvelles villes deviennent plus denses, plus organisées. Les structures de pouvoir se renforcent, comme si la survie passait par l'acceptation d'une mutilation territoriale. Les échanges avec les régions voisines continuent, mais certains partenaires disparaissent des listes. Là encore, aucune explication. Les relations cessent simplement d'exister. Cette continuité partielle montre que la civilisation sumérienne n'a pas été brisée de l'extérieur de manière uniforme. Elle a été contrainte de se redéfinir face à une menace ou une action qui n'affectait pas tout le territoire de la même manière. L'idée d'un effondrement total ne résiste donc pas à l'examen attentif des sources. Ce qui a été effacé, ce sont des entités précises, des zones clés, peut-être des centres symboliques. Le reste du système a survécu, mais transformé. Cette transformation porte la marque d'une adaptation forcée, non d'un choix culturel spontané. À mesure que les siècles passent, la mémoire de ces régions perdues se dilue. Les générations suivantes héritent d'un monde déjà réorganisé. Les cartes mentales ont changé. Les anciens centres ne sont plus que des noms anciens, parfois chargés d'un poids moral ou cosmique. La réalité matérielle de leur disparition s'estompe. Ce qui demeure, cependant, c'est une structure administrative qui a appris à fonctionner avec un manque permanent. Les tablettes continuent de comptabiliser, de prévoir, de redistribuer. Elles témoignent d'une civilisation qui a absorbé une perte radicale sans s'effondrer. Une société qui a survécu en acceptant que certaines parties de son monde ne reviendraient jamais. Cette capacité d'adaptation pose une question essentielle pour la suite. Si les Sumériens ont pu continuer après une telle amputation, c'est que la cause était perçue comme durable, peut-être même intentionnelle. Comprendre comment cette guerre a été intégrée dans le fonctionnement normal de la civilisation conduit naturellement à s'interroger sur la manière dont elle fut consignée au quotidien, non dans les récits, mais dans la gestion même du territoire. Dans les archives sumériennes, la guerre n'apparaît presque jamais comme un événement isolé. Elle n'est pas racontée, décrite ou analysée. Elle est intégrée, dissoute dans la routine des comptes, des livraisons et des réajustements.
Cette manière d'enregistrer la violence est déroutante pour un regard moderne, habitué aux récits explicites. Pourtant, c'est précisément dans cette discrétion que se trouve l'une des traces les plus fiables de ce qui s'est réellement produit. Les tablettes administratives constituent la colonne vertébrale de la société sumérienne. Elles régulent les flux de céréales, la distribution des rations, l'entretien des canaux, la mobilisation de la main-d'œuvre. Lorsqu'un bouleversement survient, il n'est pas signalé comme une crise, mais comme une modification durable des paramètres. La guerre, dans ce cadre, n'est pas une rupture narrative, mais une nouvelle normalité à gérer. On observe ainsi une multiplication de tablettes liées à la réaffectation des ressources. Des stocks autrefois destinés à certaines villes sont redirigés vers d'autres. Les scribes notent ces changements sans justification, comme si la cause allait de soi. Cette évidence implicite suggère que la guerre, ou du moins ses conséquences, étaient comprises collectivement. Elle n'avait pas besoin d'être expliquée dans les registres, car elle structurait déjà le quotidien. Certains termes cunéiformes prennent alors une importance particulière. Ils désignent non pas la destruction, mais l'impossibilité d'usage. Une terre n'est plus exploitée. Un canal n'est plus entretenu. Un temple ne reçoit plus d'offrandes. Ces mentions répétées dessinent une cartographie négative du territoire. Ce qui compte n'est pas ce qui a été détruit, mais ce qui ne peut plus fonctionner. La mémoire administrative de la guerre se construit donc par accumulation de constats. Chaque tablette est insignifiante, prise isolément. Ensemble, elles forment un tableau cohérent d'un monde amputé. Cette mémoire est froide, méthodique, presque indifférente. Mais elle est aussi précise. Elle ne laisse pas de place à l'exagération ni à l'oubli volontaire. Ce qui n'est plus productif est noté comme tel, puis exclu du système. Ce mode d'enregistrement a une conséquence majeure. Il efface progressivement l'événement initial. La guerre disparaît en tant que moment identifiable pour devenir un état prolongé. Les générations suivantes héritent d'un monde déjà ajusté à cette perte. Pour elles, certaines régions ont toujours été inutilisables. Certaines villes n'ont jamais existé autrement que comme des noms anciens. Cette transformation de l'événement en condition permanente est l'un des aspects les plus troublants de ces archives. Elle suggère que la guerre n'a pas été conçue comme un affrontement temporaire, mais comme une action aux effets durables. Une modification intentionnelle de l'environnement social et économique. Les tablettes ne parlent pas de reconstruction, mais d'adaptation à l'absence. Dans certains cas, la mémoire administrative révèle même une anticipation. Des documents montrent que des ressources sont déplacées avant que certaines zones ne cessent complètement de produire. Comme si la perte avait été prévue ou du moins reconnue très tôt. Cette capacité à réagir rapidement implique une circulation de l'information efficace, mais aussi une compréhension claire de la nature du danger. Il est frappant de constater que cette mémoire ne s'exprime pas par des avertissements écrits. Il n'y a pas de tablette signalant un risque imminent. Tout se passe comme si la menace était déjà passée au moment où elle est intégrée dans les registres. L'écriture intervient après coup pour stabiliser un nouvel équilibre. Les archives montrent également une standardisation accrue des procédures dans les zones épargnées. Les rations deviennent plus uniformes, les contrôles plus fréquents, les redistributions plus centralisées. Cette évolution peut être interprétée comme une réponse à l'incertitude. Lorsque certaines parties du territoire deviennent imprévisibles ou définitivement perdues, le reste doit être contrôlé avec plus de rigueur. La guerre, dans cette perspective, n'est pas seulement une affaire militaire. Elle est un facteur de transformation administrative. Elle renforce certaines structures tout en éliminant d'autres. Les tablettes témoignent de cette consolidation progressive. Elles montrent comment l'État, au sens embryonnaire du terme, se resserre autour de ce qu'il peut encore gérer. Cette mémoire administrative est aussi sélective. Elle ne conserve que ce qui est utile au fonctionnement du système. Les souffrances individuelles, les déplacements forcés, les pertes humaines ne sont perceptibles qu'indirectement à travers des variations dans les rations ou la main-d'œuvre. Un groupe disparaît non parce qu'il a été anéanti, mais parce qu'il n'est plus comptabilisé. Il existe dans le paysage mésopotamien des lieux où le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais la trace d'une rupture. Certaines cités sumériennes ne montrent pas les signes habituels d'une longue agonie. Elles ne portent pas les couches successives d'occupation réduite, ni les ajustements progressifs qui accompagnent généralement le déclin urbain. Elles semblent s'être arrêtées net, comme si le temps avait cessé de circuler à l'intérieur de leurs murs. Les fouilles révèlent des quartiers figés, des maisons encore structurées, parfois intactes jusqu'à une certaine hauteur,
des rues dont le tracé reste lisible, mais que plus aucun pas n'a marqué après un moment précis. Les objets du quotidien ne sont pas systématiquement emportés. Certains sont laissés à leur place, d'autres semblent avoir été rangés avec soin. Cette organisation partielle exclut l'idée d'un abandon précipité et chaotique. Dans plusieurs de ces cités, les temples cessent d'être entretenus sans être détruits. Les autels ne portent pas les traces d'un sacrilège violent. Les offrandes ne sont pas dispersées, elles cessent simplement d'être renouvelées. Cette interruption du rituel est lourde de sens dans une société où la continuité des gestes religieux était essentielle à l'équilibre du monde. Cesser d'honorer un lieu sacré sans le profaner suggère une contrainte, non un rejet. Les tablettes retrouvées dans ces villes s'arrêtent brusquement, non pas à la fin d'un cycle administratif, mais au milieu de processus en cours. Une livraison prévue n'est jamais enregistrée comme reçue. Un chantier commence sans jamais être achevé. Cette discontinuité n'est pas uniforme dans toute la région, mais elle est suffisamment concentrée pour dessiner une géographie précise du silence. Ce qui frappe les chercheurs, c'est la cohérence de ces zones muettes. Elles ne sont pas dispersées au hasard. Elles forment des ensembles contigus, souvent liés par des réseaux de canaux et de routes commerciales. Lorsque l'une disparaît, les autres suivent dans un laps de temps relativement court. Cette synchronisation relative exclut les causes purement locales. Contrairement à ce que l'on observe dans les villes détruites par des conflits plus tardifs, ces cités ne montrent pas toujours de traces claires d'incendie généralisé. Les couches de cendres sont absentes ou limitées. Les murs ne sont pas systématiquement effondrés. Les portes ne portent pas de signes évidents de siège prolongé. La destruction, lorsqu'elle existe, semble ciblée, fonctionnelle, presque discrète. Le silence de ces villes ne se limite pas à l'absence humaine. Il concerne aussi l'environnement immédiat. Les canaux cessent d'être entretenus. L'eau stagne ou se détourne. Les sols montrent des modifications qui rendent l'agriculture difficile, parfois impossible. La ville, même si elle est encore debout, ne peut plus être nourrie par son territoire. Elle devient un corps privé de ses organes vitaux. Dans certains cas, les niveaux archéologiques montrent une tentative brève de maintien. Quelques réparations, des ajustements mineurs, comme si l'on avait essayé de continuer malgré tout. Puis plus rien. Ces tentatives avortées suggèrent que l'abandon n'était pas le projet initial, mais la conséquence d'une contrainte persistante. Quelque chose empêchait durablement le retour à une vie normale. Les villes sumériennes étaient profondément liées à leur environnement hydraulique. Leur survie dépendait de l'entretien constant des canaux, de la gestion fine des flux d'eau. Lorsqu'un réseau hydraulique est perturbé de manière durable, la ville perd sa raison d'être. Les archives administratives montrent que, dans ces zones silencieuses, les travaux hydrauliques cessent avant même l'abandon complet des habitations, comme si l'on avait reconnu l'inutilité de poursuivre. Ce qui rend ce silence particulièrement troublant, c'est son caractère définitif. Dans de nombreux cas, ces cités ne seront jamais réoccupées à grande échelle. Des siècles plus tard, d'autres populations passeront à proximité sans tenter de les reconstruire. Les ruines restent visibles, mais elles ne sont pas intégrées aux nouveaux réseaux urbains. Elles deviennent des repères muets, des vestiges d'un monde devenu impraticable. Les textes postérieurs mentionnent parfois ces lieux, mais de manière indirecte, presque allusive. Ils apparaissent comme des terres anciennes, associées à des récits de déséquilibre ou de faute. La réalité matérielle de leur silence est transposée dans un langage symbolique. Ce glissement du factuel vers le mythique témoigne de la difficulté à intégrer pleinement ce qui s'est produit. Il est tentant de chercher une cause unique à ce phénomène. Une bataille décisive, une catastrophe environnementale isolée. Pourtant, la régularité des observations suggère une action plus complexe. Une série de choix ou d'interventions qui ont rendu certaines régions durablement inhospitalières sans les raser entièrement. Une forme de neutralisation territoriale. Les cités silencieuses ne sont pas des ruines ordinaires. Elles ne racontent pas une histoire de conquête classique. Elles racontent une absence prolongée, un refus du retour. Leur silence est actif, presque imposé. Il se prolonge bien au-delà de la génération qui l'a subi. Il façonne les itinéraires, les récits, les limites mentales du territoire. Ce silence a également une dimension administrative. Une fois qu'une cité cesse de fonctionner, elle disparaît des registres. Elle n'est plus prise en compte dans les redistributions ni dans les calculs de production. Elle cesse d'exister comme entité. Cette disparition comptable précède parfois la disparition physique complète. Le silence commence dans l'écriture avant de s'inscrire dans le paysage. Les archéologues modernes sont confrontés à ce paradoxe.
Plus les vestiges sont bien conservés, plus le silence est difficile à expliquer. Une ville encore debout, mais jamais réinvestie, pose une question fondamentale. Pourquoi personne n'est revenu ? Pourquoi l'effort de reconstruction, si courant ailleurs, a été jugé inutile ou impossible ? Ce constat conduit à envisager que la guerre évoquée indirectement par les tablettes n'avait pas pour but la prise durable de ces cités. Leur valeur ne résidait pas dans leur occupation, mais dans leur neutralisation. Une ville rendue silencieuse, privée de sa fonction, cesse d'être un enjeu. Elle devient un espace mort au cœur d'un système vivant. À mesure que l'on avance dans l'étude de ces cités muettes, une continuité se dessine avec les chapitres précédents. Les mots figés dans l'argile, la réorganisation administrative, l'adaptation d'une civilisation amputée trouvent ici leur manifestation la plus tangible. Le silence n'est pas un accident. Il est le résultat visible d'une stratégie dont l'ennemi reste encore difficile à identifier. Comprendre qui ou quoi a rendu ces villes silencieuses suppose désormais de s'interroger non seulement sur les victimes, mais sur l'adversaire lui-même. Car une destruction aussi ciblée, aussi durable, implique une intention précise, et peut-être une présence qui n'a laissé derrière elle aucun visage identifiable. Dans les archives sumériennes, l'ennemi est presque toujours identifiable. Il porte un nom, une origine géographique, parfois même une généalogie. Les conflits habituels sont décrits à travers des affrontements entre cités, des rivalités dynastiques, des tensions pour le contrôle des routes ou de l'eau. Or, dans le cas des cités devenues silencieuses, cette figure familière disparaît. Aucun adversaire clairement nommé n'émerge des tablettes. Aucun peuple voisin ne revendique la destruction. Aucun vainqueur ne laisse de traces explicites. Cette absence est troublante car elle rompt avec les habitudes de l'époque. Même lorsqu'un ennemi était redouté ou mal compris, il était désigné. Le nom avait une fonction essentielle. Il permettait de situer la menace dans l'ordre du monde. Ici, rien de tel. Les conséquences sont enregistrées avec précision, mais la cause reste étrangement abstraite, presque dissoute dans le langage administratif. Les rares textes narratifs qui évoquent des conflits à grande échelle durant cette période utilisent des formulations vagues. Ils parlent de forces venues d'ailleurs, de perturbations imposées au territoire, de déséquilibres soudains. Ces descriptions ne correspondent pas aux portraits habituels d'armées humaines organisées autour de chefs ou de cités identifiables. Elles suggèrent une présence diffuse, difficile à cerner. Sur le terrain, cette impression se renforce. Les vestiges matériels ne permettent pas d'attribuer la destruction à un groupe précis. Les armes retrouvées sont rares et ne correspondent pas toujours au type connu dans les régions voisines. Les fortifications ne montrent pas les adaptations habituelles face à un ennemi récurrent. Il n'y a pas de renforcement progressif des murs, pas de multiplication des postes de garde. Comme si la menace ne se présentait pas sous une forme contre laquelle on pouvait se préparer. Les cités silencieuses ne semblent pas avoir été prises par surprise au sens classique. Elles ne montrent pas les signes d'une panique généralisée. Pourtant, elles ont cessé de fonctionner. Cette contradiction suggère un type d'adversité qui ne reposait pas sur la confrontation directe, mais sur une action plus indirecte, plus difficile à contrer. Certains chercheurs ont proposé l'hypothèse de groupes nomades ou semi-nomades capables de frapper rapidement sans laisser de traces durables. Mais cette explication peine à rendre compte de la profondeur des transformations observées. Les nomades, même lorsqu'ils détruisent, cherchent souvent à s'approprier des ressources. Or, ici, rien n'indique une exploitation ultérieure des zones abandonnées. Elles restent vides. D'autres ont évoqué des coalitions temporaires entre cités rivales, unies par un intérêt commun. Pourtant, là encore, les archives ne montrent pas de redistribution des territoires conquis. Les frontières ne s'étendent pas. Les centres de pouvoir ne semblent pas s'être enrichis de ces pertes. Le silence laissé derrière lui n'a profité à personne de manière évidente. Cette absence de bénéficiaires identifiables est peut-être la clé. Elle suggère que l'objectif n'était pas l'expansion territoriale, mais la suppression de certaines zones. Un ennemi qui ne cherche pas à occuper, mais à rendre inutilisable. Une logique qui échappe au schéma politique classique de la Mésopotamie ancienne. Dans ce contexte, l'ennemi devient presque conceptuel. Non pas une armée visible, mais un ensemble de pratiques, de techniques ou de contraintes imposées au territoire. Les tablettes montrent des effets précis, mesurables, mais sans jamais désigner l'agent responsable. Cette dissociation entre cause et effet brouille les repères habituels de l'analyse historique. Les mythes ultérieurs tentent de combler ce vide en personnifiant la menace. Des dieux colériques, des forces cosmiques,
des châtiments imposés au monde humain. Ces figures symboliques traduisent peut-être l'impossibilité de nommer un adversaire réel. Lorsque la cause ne peut être intégrée dans les catégories sociales existantes, elle est déplacée vers le domaine du sacré. Il est significatif que ces récits insistent souvent sur l'idée de transgression et de limites franchies, comme si quelque chose avait été déclenché, puis échappé au contrôle humain. Cette lecture mythologique ne doit pas être prise comme une explication factuelle, mais comme un reflet de la perplexité collective face à une destruction sans visage. L'ennemi invisible se manifeste aussi dans la manière dont les cités survivantes se comportent. Plutôt que de renforcer leur défense contre un adversaire précis, elles modifient leur organisation interne. Elles se recentrent, se densifient, contrôlent plus étroitement leurs ressources. Cette stratégie défensive n'est pas dirigée vers l'extérieur, mais vers la stabilisation interne. Elle suggère une menace difficile à localiser. Les tablettes administratives montrent une vigilance accrue concernant l'utilisation des terres et de l'eau. Des zones sont évitées, non parce qu'elles seraient occupées par un ennemi, mais parce qu'elles sont devenues problématiques. L'adversité semble inscrite dans le sol lui-même, ou du moins dans l'interaction entre les humains et leur environnement. Cette perception diffuse de la menace pourrait expliquer l'absence de récits héroïques. Il n'y a pas de bataille décisive à célébrer, pas de victoire à commémorer. La guerre, si guerre il y a eu, n'a pas produit de figures emblématiques. Elle a produit des absences durables. Les textes juridiques de certaines cités montrent également des ajustements subtils, des règles concernant l'accès à la terre, la responsabilité collective, la gestion des espaces abandonnés. Ces modifications suggèrent que la société a dû intégrer une nouvelle forme de risque non liée à un ennemi identifiable, mais à des zones devenues instables ou dangereuses à long terme. L'ennemi sans visage pourrait ainsi être compris comme une combinaison de facteurs déclenchés intentionnellement. Une action humaine, mais dont les effets dépassent le cadre immédiat de la confrontation. Une guerre menée non seulement contre des populations, mais contre leur capacité à habiter un territoire. Cette hypothèse n'implique pas nécessairement une technologie incompréhensible pour l'époque, mais une connaissance fine des équilibres environnementaux. Savoir comment perturber durablement un système hydraulique, comment rendre un sol improductif, comment désorganiser une région sans y stationner de force. Une telle stratégie exige une compréhension profonde du fonctionnement des cités sumériennes. Ce type d'ennemi ne laisse pas de monument commémoratif. Il ne grave pas son nom dans la pierre. Il agit, puis disparaît, laissant derrière lui un paysage modifié et une société contrainte de s'adapter. Les tablettes enregistrent cette adaptation sans jamais pouvoir désigner l'adversaire. À mesure que l'on avance dans l'analyse, une impression persistante se forme, celle d'une guerre qui ne cherchait pas à être vue. Une guerre sans proclamation, sans trophée, sans récit officiel. Une guerre dont la réussite se mesure à la durée du silence qu'elle impose. Ce silence pourtant n'est pas vide. Il est chargé de conséquences, de réorganisation, de choix contraints. Il oblige les cités survivantes à repenser leur rapport au territoire et à la sécurité. Comprendre cette forme d'ennemi conduit naturellement à s'interroger sur la nature exacte de la destruction elle-même. Car une menace invisible, pour être efficace, doit produire des effets précis, mesurables et surtout durables. Lorsqu'une cité antique tombe sous les coups d'un ennemi, les traces laissées derrière elle suivent souvent un schéma reconnaissable. Les objets de valeur disparaissent, les temples sont vidés ou profanés, les réserves sont pillées, les matériaux sont récupérés, réutilisés, déplacés. La destruction devient une phase transitoire avant une réappropriation. Or, dans les cités sumériennes devenues silencieuses, ce schéma semble avoir été délibérément évité. Les fouilles archéologiques révèlent une anomalie persistante. Dans plusieurs sites abandonnés, des objets précieux restent sur place. Des outils en métal, des sceaux, parfois même des éléments décoratifs, demeurent enfouis là où ils ont été laissés. Ils n'ont pas été systématiquement emportés. Cette absence de pillage remet en question l'idée d'un envahisseur cherchant un profit immédiat. Les temples, lieux centraux de la richesse symbolique et matérielle, ne portent pas les marques habituelles de spoliation. Les offrandes ne sont pas dispersées. Les statues ne sont pas mutilées de manière systématique. Les bâtiments sacrés ne sont pas transformés en carrières de pierre. Ils cessent simplement d'être utilisés. Cette retenue apparente est difficile à concilier avec une logique de conquête classique. Dans les maisons, les réserves alimentaires ne sont pas toujours entièrement consommées ou détruites. Certaines jarres sont encore en place, parfois vides,
parfois partiellement remplis. Ce détail suggère que l'objectif n'était pas d'affamer progressivement la population pour s'installer ensuite, mais de provoquer une rupture nette, laissant derrière elle un espace vidé de sa fonction. Le pillage est, dans de nombreuses cultures anciennes, un acte symbolique autant qu'économique. Il marque la victoire, l'humiliation de l'adversaire, l'appropriation de son pouvoir. Son absence ici est éloquente. Elle suggère que la destruction n'avait pas besoin d'être proclamée. Elle n'avait pas besoin d'être visible dans les gestes spectaculaires de la victoire. Les tablettes administratives confirment cette impression. Elles ne mentionnent pas de redistribution de butin provenant de ces cités. Les listes de biens ne s'allongent pas après leur disparition. Les temples survivants ne semblent pas s'enrichir de manière soudaine. L'économie ne bénéficie pas directement de la chute de ces centres. Cette neutralité économique est troublante. Elle implique que l'effacement de ces villes n'a pas été conçu comme une opportunité de transfert de richesse. Leur valeur ne résidait pas dans ce qu'elles possédaient, mais dans ce qu'elles représentaient au sein du système territorial. Les détruire sans les exploiter revient à supprimer un nœud plutôt qu'à en capter les flux. Sur le plan matériel, la destruction apparaît sélective. Certains éléments essentiels à la vie urbaine sont touchés, tandis que d'autres sont laissés intacts. Les infrastructures hydrauliques, par exemple, montrent souvent des signes de perturbation durable. Les canaux sont obstrués ou détournés, parfois de manière irréversible. Sans eau maîtrisée, la ville ne peut survivre même si ses murs sont encore debout. Cette focalisation sur les systèmes vitaux plutôt que sur les richesses visibles suggère une connaissance approfondie du fonctionnement urbain. Il ne s'agit pas d'une violence aveugle, c'est une intervention ciblée, orientée vers la neutralisation à long terme. Une ville privée de ses flux essentiels devient inutile, même intacte. Dans certains cas, les murs défensifs ne sont pas systématiquement détruits. Ils restent en place, parfois sans réparation. Cette conservation paradoxale renforce l'idée que l'ennemi ne cherchait pas à laisser une image de ruine totale. La ville devait rester là, mais vide, présente dans le paysage, absente dans la vie. L'absence de pillage a également une conséquence psychologique. Elle prive la destruction de son récit habituel. Sans objets déplacés, sans richesse exhibée, il devient difficile de raconter la victoire. La guerre ne se grave pas dans les mémoires par des trophées, mais par des absences prolongées. Cette forme de violence est moins spectaculaire, mais plus persistante. Les populations qui ont quitté ces cités n'ont pas laissé de traces d'un retour organisé pour récupérer ce qui restait. Cela suggère que le départ n'était pas temporaire. Les objets abandonnés deviennent des reliques involontaires, figées dans un espace désormais perçu comme inhospitalier. Le danger ou l'inutilité du lieu semble avoir été compris collectivement. Les mythes postérieurs, lorsqu'ils évoquent des villes maudites ou interdites, reflètent peut-être cette perception. Un lieu peut rester matériellement intact tout en étant symboliquement fermé. Il devient un espace que l'on traverse sans s'y arrêter, que l'on mentionne sans y revenir. L'absence de pillage contribue à cette transformation. La ville n'est pas dépouillée, elle est mise à l'écart. Cette mise à l'écart est également visible dans les réseaux commerciaux. Les routes ne passent plus par ces cités, elles sont contournées. Le commerce ne tente pas de tirer parti de leurs infrastructures existantes. Cela implique une décision collective de les exclure du circuit économique comme si leur simple utilisation présentait un risque ou un coût excessif. Certains chercheurs ont noté que, dans d'autres contextes historiques, l'absence de pillage accompagne parfois des destructions liées à des interdictions rituelles ou à des zones considérées comme dangereuses. Sans projeter ces interprétations trop loin, il est notable que les cités silencieuses semblent avoir été traitées comme des espaces à éviter, non à exploiter. La destruction sans pillage modifie également la manière dont le temps agit sur ces lieux. Les ruines ne sont pas constamment remaniées par l'activité humaine. Elles se dégradent lentement sous l'effet des éléments. Cette lenteur crée une impression de suspension. La ville ne meurt pas brutalement, elle s'efface progressivement sans être remplacée. Les tablettes ultérieures ne cherchent pas à justifier cette absence d'exploitation. Elles enregistrent simplement un monde où certaines ressources ne sont plus accessibles. Cette normalisation de la perte est peut-être l'effet le plus durable de cette stratégie. Une fois intégrée, l'absence cesse d'être questionnée. Cette forme de destruction interroge la notion même de victoire. Si l'objectif n'était pas de s'approprier, mais de neutraliser, alors la réussite se mesure à la durée pendant laquelle la zone reste inutilisable. Les cités silencieuses remplissent ce critère. Leur inutilité persiste bien au-delà de l'événement initial.
Comprendre cette logique conduit à envisager la guerre sumérienne sous un angle différent, non comme une succession de batailles pour le contrôle immédiat, mais comme une série d'actions visant à remodeler durablement le territoire. La destruction sans pillage devient alors un outil stratégique. Elle prive l'adversaire de ressources sans enrichir directement le vainqueur, mais en modifiant l'équilibre général. Cette stratégie laisse peu de traces narratives, mais de nombreuses empreintes structurelles. Elle transforme les cartes, les flux, les habitudes. Elle impose un silence qui ne peut être rompu par une simple reconstruction. Ce silence, soigneusement installé, prépare le terrain pour comprendre les signes d'une planification plus large, car une destruction aussi cohérente, aussi retenue, ne peut être le fruit du hasard. Elle suggère une intention qui dépasse l'instant, une vision orientée vers le long terme, dont les mécanismes restent encore à explorer. À mesure que l'on rassemble les indices dispersés dans les tablettes, les vestiges urbains et les transformations du territoire, une impression se précise lentement. Ce qui a frappé certaines régions sumériennes ne relève pas d'une succession d'événements improvisés. Les motifs se répètent avec une cohérence qui dépasse le hasard. Les mêmes types de villes sont touchés. Les mêmes infrastructures cessent de fonctionner. Les mêmes choix administratifs suivent. Cette régularité suggère une intention réfléchie, appliquée avec constance. Les cités réduites au silence occupaient souvent des positions clés dans les réseaux régionaux. Elles contrôlaient des carrefours hydrauliques, des points de redistribution agricole, des axes commerciaux anciens. Leur disparition ne fragilise pas immédiatement l'ensemble du système, mais elle en modifie profondément l'équilibre. En supprimant ces nœuds, le territoire est redessiné. Les flux se concentrent ailleurs, sous un contrôle plus étroit. Ce type d'effet n'est pas accidentel. Il suppose une connaissance précise de la géographie fonctionnelle, non seulement des villes elles-mêmes, mais de leurs relations. Savoir quelle cité neutraliser pour provoquer un déplacement durable des échanges implique une observation longue, patiente, attentive aux interdépendances. La stratégie ne vise pas la destruction maximale, mais l'impact structurel. Les archives montrent que les zones épargnées ne sont pas nécessairement les plus fortifiées ou les plus puissantes militairement. Elles sont celles dont la perte aurait entraîné un déséquilibre trop brutal. Cela suggère une forme de calcul. Détruire assez pour remodeler, mais pas au point de provoquer un effondrement incontrôlé. La civilisation doit survivre, mais transformer. Cette logique apparaît également dans le rythme des abandons. Les cités ne disparaissent pas toutes simultanément. Certaines cessent de fonctionner légèrement avant les autres, comme si une pression progressive était exercée. Cette temporalité graduée permet aux structures centrales de s'adapter. Les populations déplacées peuvent être absorbées, les ressources peuvent être redistribuées. Le choc est étalé, maîtrisé. Dans les tablettes administratives, cette progression est perceptible dans la manière dont les ajustements deviennent de plus en plus systématiques. Les premières de modifications semblent encore réactives. Puis, progressivement, elles prennent un caractère standardisé. Les mêmes formules sont utilisées. Les mêmes décisions sont appliquées dans différents contextes. Cela témoigne d'une institutionnalisation de la réponse, comme si la stratégie adverse avait été intégrée dans la gestion courante. Les transformations du paysage renforcent cette impression. Les canaux abandonnés ne sont pas remplacés par des alternatives locales. De nouveaux axes hydrauliques apparaissent ailleurs, souvent à distance. Ces choix impliquent des investissements importants. Ils ne sont entrepris que lorsque la perte est jugée définitive. Une telle certitude suggère que le retour à la situation antérieure n'était pas envisagé. La stratégie semble également avoir pris en compte la mémoire. En laissant les villes debout, en évitant le pillage massif, la destruction ne se grave pas immédiatement comme une catastrophe spectaculaire. Elle s'insinue. Elle devient une évidence silencieuse. Les générations suivantes héritent d'un territoire déjà modifié sans avoir connu directement l'événement initial. La stratégie réussit lorsqu'elle devient invisible. Les récits mythologiques ultérieurs portent la trace de cette invisibilité. Ils parlent de transformation du monde imposée par des forces supérieures, de terres rendues impropres par décrets cosmiques. Ces récits ne désignent pas un ennemi humain précis. Ils reflètent une expérience collective où la cause de la perte s'estompe, tandis que ses effets demeurent. Sur le plan social, la stratégie produit un resserrement. Les cités survivantes deviennent plus hiérarchisées. Les contrôles se renforcent. Les marges disparaissent. Cette centralisation peut être interprétée comme une réponse défensive, mais elle correspond aussi à l'effet recherché par une stratégie de neutralisation territoriale.
En supprimant des zones intermédiaires, le pouvoir se concentre. Les populations déplacées jouent un rôle clé dans ce processus. Leur intégration forcée modifie la composition sociale des villes épargnées. Les archives montrent une diversification des statuts, des ajustements dans les rations, des réorganisations du travail. Ces changements ne sont pas temporaires, ils deviennent structurels. La guerre, ainsi, ne se limite pas à l'espace, elle pénètre le tissu social. La constance avec laquelle ces transformations apparaissent dans différents contextes régionaux suggère une application répétée d'un même principe. Il ne s'agit pas d'une série de réponses improvisées à des crises locales, mais d'une adaptation à une pression continue, exercée selon des modalités reconnaissables. La stratégie adverse, quelle qu'elle soit, impose son rythme. Ce rythme est lent mais implacable. Il ne cherche pas l'effet immédiat. Il vise la durée. Les cités ne sont pas détruites pour être oubliées rapidement, mais pour devenir des absences permanentes. Cette permanence est la mesure du succès. Une ville qui ne revient jamais dans les registres est une victoire silencieuse. La question de l'origine de cette stratégie reste ouverte. Était-elle le fait d'un pouvoir centralisé, d'une coalition ou d'une entité moins conventionnelle ? Les sources ne permettent pas de trancher. Elles montrent seulement les effets répétés d'une action cohérente. Une action qui comprend le fonctionnement interne de la civilisation qu'elle affecte. Cette compréhension implique un accès prolongé à l'information. Observer les cycles agricoles, les flux de marchandises, les dépendances hydrauliques demandent du temps. La stratégie ne peut être élaborée par un acteur extérieur ignorant. Elle suppose une proximité, une familiarité avec le monde sumérien, peut-être même une participation antérieure à son fonctionnement. Cette proximité expliquerait l'absence de confrontation directe. Attaquer de front aurait été inutile. Il suffisait d'agir sur les points de fragilité, de déclencher des déséquilibres durables. Une fois ces déséquilibres installés, la société elle-même faisait le reste, en se réorganisant autour de ce qui restait viable. Les tablettes montrent que cette réorganisation ne fut pas immédiatement perçue comme une défaite. Elle est présentée comme une adaptation nécessaire. Cette acceptation rapide est peut-être le signe le plus troublant de l'efficacité de la stratégie. Lorsque la perte est intégrée sans résistance prolongée, elle cesse d'être contestée. À long terme, cette stratégie modifie la manière dont la civilisation se projette dans l'espace. Les marges deviennent suspectes. Les zones éloignées sont moins investies. La sécurité passe par la densité et le contrôle. Le territoire se rétrécit mentalement avant de se rétrécir physiquement. Cette contraction est lente, presque imperceptible. Ce que révèlent ces signes accumulés, c'est une guerre qui ne se définit pas par ses batailles, mais par ses choix. Une guerre qui opère par retrait imposé plutôt que par conquêtes affichées. Une guerre dont la victoire se lie dans la durée des absences et dans la transformation silencieuse d'une civilisation. Comprendre cette stratégie délibérée conduit naturellement à examiner ses conséquences les plus profondes, car au-delà des villes et des flux, c'est la relation entre l'homme et la Terre elle-même qui semble avoir été altérée. Et lorsque la Terre cesse de répondre aux attentes humaines, la guerre franchit un seuil difficilement réversible. Parmi toutes les conséquences observées dans les régions sumériennes touchées, aucune n'est plus décisive que celle qui concerne la Terre elle-même. Les cités peuvent être reconstruites, les murs relevés, les routes redessinées. Mais lorsque le sol cesse de produire, la continuité humaine devient fragile. Les tablettes et les analyses archéologiques convergent vers cette réalité silencieuse. Dans certaines zones, la terre ne répond plus. Les scribes sumériens étaient attentifs au rendement. Les récoltes faisaient l'objet de relevés précis, saison après saison. Lorsqu'une baisse survenait, elle était généralement associée à une crue insuffisante, à une mauvaise gestion des canaux ou à un aléa climatique identifiable. Or, dans les régions abandonnées, le vocabulaire change subtilement. Il ne s'agit plus d'une mauvaise année, mais d'une incapacité persistante à produire. Certaines tablettes mentionnent des champs retirés définitivement des listes. Ils ne sont pas laissés en jachère dans l'attente d'un retour à l'équilibre. Ils sont classés comme improductifs. Cette distinction est fondamentale. Elle implique que le problème n'est pas temporaire. La terre est considérée comme altérée de manière durable. Les analyses des sols dans plusieurs sites confirment cette impression ancienne. Les couches correspondant à la période de l'abandon montrent des modifications chimiques et physiques. Une accumulation de substances qui entravent la croissance des cultures. Une structure du sol qui retient mal l'eau ou, au contraire, la concentre de manière nocive. Ces transformations ne se produisent pas naturellement en quelques saisons sans cause précise.
L'agriculture sumérienne reposait sur un équilibre délicat entre l'irrigation et l'évaporation. Cet équilibre pouvait être rompu si les canaux étaient mal entretenus ou si l'eau circulait de manière excessive ou désordonnée. Mais ici, les perturbations semblent aller au-delà d'une simple négligence. Elles indiquent une altération systémique du milieu agricole. Ce qui trouble les chercheurs, c'est la cohérence spatiale de ces sols dégradés. Ils correspondent aux zones où les cités sont devenues silencieuses. Les régions voisines, parfois soumises aux mêmes conditions climatiques générales, continuent de produire. Cette différence suggère une intervention ciblée sur des territoires précis. Les Sumériens comprenaient empiriquement les effets de l'eau sur la terre. Ils savaient qu'une mauvaise irrigation pouvait rendre un champ stérile. Ils savaient aussi que certaines erreurs pouvaient être corrigées avec le temps. Or, dans les archives, aucune tentative prolongée de réhabilitation n'apparaît pour ces zones, comme si l'on avait jugé l'effort inutile. Cette résignation apparente est significative. Elle indique que les contemporains percevaient ces terres comme perdues pour une durée indéterminée, non pas parce qu'il manquait de savoir-faire, mais parce que la cause de la stérilité dépassait les moyens habituels de correction. La terre elle-même était devenue imprévisible. Dans les récits mythologiques, cette réalité prend une autre forme. Des terres frappées d'interdiction, des champs maudits, des régions où les dieux retirent leur faveur. Ces images traduisent une expérience concrète, celle d'un sol qui ne répond plus aux gestes humains malgré le respect des rites et des techniques. L'impact de cette perte agricole est profond. Une cité peut survivre à une défaite militaire si elle conserve son hinterland nourricier. Mais privée de ses champs, elle dépend entièrement de l'extérieur. Cette dépendance fragilise sa position, la rend vulnérable puis inutile. La ville cesse d'être un centre autonome et devient un fardeau logistique. Les tablettes montrent que, dans certains cas, des tentatives de redistribution ont été faites. Des rations sont envoyées depuis d'autres régions. Des populations sont déplacées. Mais ces mesures sont temporaires. Elles ne remplacent pas une production locale durable. À terme, la cité est abandonnée, non par choix, mais par nécessité. Parmi toutes les conséquences observées dans les régions sumériennes touchées, aucune n'est plus décisive que celle qui concerne la terre elle-même. Les cités peuvent être reconstruites, les murs relevés, les routes redessinées. Mais lorsque le sol cesse de produire, la continuité humaine devient fragile. Les tablettes et les analyses archéologiques convergent vers cette réalité silencieuse. Dans certaines zones, la terre ne répond plus. Les scribes sumériens étaient attentifs au rendement. Les récoltes faisaient l'objet de relevés précis, saison après saison. Lorsqu'une baisse survenait, elle était généralement associée à une crue insuffisante, à une mauvaise gestion des canaux ou à un aléa climatique identifiable. Or, dans les régions abandonnées, le vocabulaire change subtilement. Il ne s'agit plus d'une mauvaise année, mais d'une incapacité persistante à produire. Certaines tablettes mentionnent des champs retirés définitivement des listes. Ils ne sont pas laissés en jachère dans l'attente d'un retour à l'équilibre. Ils sont classés comme improductifs. Cette distinction est fondamentale. Elle implique que le problème n'est pas temporaire. La terre est considérée comme altérée de manière durable. Les analyses des sols dans plusieurs sites confirment cette impression ancienne. Les couches correspondant à la période de l'abandon montrent des modifications chimiques et physiques. Une accumulation de substances qui entravent la croissance des cultures. Une structure du sol qui retient mal l'eau ou, au contraire, la concentre de manière nocive. Ces transformations ne se produisent pas naturellement en quelques saisons sans cause précise. L'agriculture sumérienne reposait sur un équilibre délicat entre l'irrigation et l'évaporation. Cet équilibre pouvait être rompu si les canaux étaient mal entretenus ou si l'eau circulait de manière excessive ou désordonnée. Mais ici, les perturbations semblent aller au-delà d'une simple négligence. Elles indiquent une altération systémique du milieu agricole. Ce qui trouble les chercheurs, c'est la cohérence spatiale de ces sols dégradés. Ils correspondent aux zones où les cités sont devenues silencieuses. Les régions voisines, parfois soumises aux mêmes conditions climatiques générales, continuent de produire. Cette différence suggère une intervention ciblée sur des territoires précis. Les Sumériens comprenaient empiriquement les effets de l'eau sur la terre. Ils savaient qu'une mauvaise irrigation pouvait rendre un champ stérile. Ils savaient aussi que certaines erreurs pouvaient être corrigées avec le temps. Or, dans les archives, aucune tentative prolongée de réhabilitation n'apparaît pour ces zones, comme si l'on avait jugé l'effort inutile. Cette résignation apparente est significative. Elle indique que les contemporains percevaient ces terres comme perdues pour une durée indéterminée,
non pas parce qu'il manquait de savoir-faire, mais parce que la cause de la stérilité dépassait les moyens habituels de correction. La Terre elle-même était devenue imprévisible. Dans les récits mythologiques, cette réalité prend une autre forme. Des terres frappées d'interdictions, des champs maudits, des régions où les dieux retirent leur faveur. Ces images traduisent une expérience concrète, celle d'un sol qui ne répond plus aux gestes humains malgré le respect des rites et des techniques. L'impact de cette perte agricole est profond. Une cité peut survivre à une défaite militaire si elle conserve son hinterland nourricier. Mais privée de ses champs, elle dépend entièrement de l'extérieur. Cette dépendance fragilise sa position, la rend vulnérable puis inutile. La ville cesse d'être un centre autonome et devient un fardeau logistique. Les tablettes montrent que, dans certains cas, des tentatives de redistribution ont été faites. Des rations sont envoyées depuis d'autres régions. Des populations sont déplacées. Mais ces mesures sont temporaires. Elles ne remplacent pas une production locale durable. À terme, la cité est abandonnée, non par choix, mais par nécessité. Ce qui distingue cette situation d'une simple crise agricole, c'est sa permanence. Les terres ne se régénèrent pas dans les générations suivantes. Même lorsque d'autres populations occupent la région des siècles plus tard, elles évitent souvent les mêmes zones. La mémoire de l'infertilité semble avoir traversé le temps, inscrite dans les pratiques autant que dans le sol. La terre qui cesse de nourrir devient un acteur central de la guerre. Elle n'est plus seulement un enjeu, mais un instrument. En modifiant durablement les conditions agricoles, la stratégie observée transforme l'environnement en obstacle. La violence ne s'exerce plus seulement contre les humains, mais contre leur capacité à subsister. Cette forme d'action est particulièrement efficace car elle ne nécessite pas une présence militaire continue. Une fois le sol altéré, il travaille contre ceux qui tenteraient de revenir. La nature devient complice involontaire de la stratégie. Le territoire se défend de lui-même. Les Sumériens, confrontés à cette réalité, adaptent leur rapport à la terre. Les archives montrent une concentration accrue sur les zones jugées fiables. Les marges sont délaissées. L'investissement agricole se fait plus prudent, plus contrôlé. Cette prudence réduit les risques, mais elle limite aussi l'expansion. À long terme, cette transformation modifie la géographie mentale de la civilisation. Certaines terres cessent d'être envisagées comme exploitables, même si elles restent physiquement présentes. Elles sortent du champ des possibles. Cette exclusion mentale est aussi importante que l'exclusion matérielle. Les conséquences sociales sont immédiates. Les communautés rurales disparaissent ou sont absorbées ailleurs. Les savoirs locaux liés à ces terres se perdent. Les pratiques agricoles spécifiques ne sont plus transmises. La relation entre l'homme et son environnement se rétrécit, se standardise autour de ce qui fonctionne encore. Cette standardisation renforce la dépendance envers les centres survivants. Elle accroît les inégalités régionales. Elle rend la société plus vulnérable à de nouvelles perturbations car elle repose sur un territoire plus réduit. La guerre, en altérant la terre, prépare des fragilités futures. Il est important de noter que cette altération n'est pas nécessairement uniforme. Certaines zones montrent une dégradation plus marquée que d'autres. Cette variation suggère une application différenciée, adaptée aux caractéristiques locales. Là encore, la cohérence des effets renforce l'idée d'une intervention consciente et informée. La terre qui cesse de nourrir devient ainsi le témoignage le plus durable de cette guerre ancienne. Les murs peuvent s'effondrer, les tablettes se briser, les récits se transformer. Mais le sol conserve la trace de ce qui a été fait. Il se souvient à sa manière, dans sa composition et dans sa réponse aux cultures. Comprendre cette transformation du sol permet de saisir la profondeur de la stratégie mise en œuvre. Elle ne se contente pas de détruire des villes ou de déplacer des populations. Elle agit sur le fondement même de la sédentarité. Et lorsque la terre elle-même devient un obstacle, la disparition d'une civilisation n'a plus besoin d'être violente pour être définitive. Cette réalité ouvre naturellement une nouvelle question. Si la terre a été utilisée comme un levier durable, quels moyens précis ont permis de produire un tel effet et comment cette altération a-t-elle été perçue et transmise par les générations suivantes au-delà des archives administratives ? Dans les plaines de Mésopotamie, le sel n'était pas une substance marginale. Il faisait partie du quotidien, présent dans l'eau, dans la terre, dans l'air chaud qui s'élevait des canaux. Les Sumériens connaissaient ses effets. Ils savaient qu'en trop grande quantité, il affaiblissait les récoltes, jaunissait les champs, réduisait les rendements jusqu'à rendre la culture impossible. Cette connaissance n'était pas théorique, elle provenait de l'observation patiente d'un environnement fragile, constamment négocié.
Les tablettes agricoles témoignent de cette attention. Elles distinguent des terres de qualité variable, notent les rendements décroissants, signalent les zones problématiques. Mais dans les régions devenues silencieuses, le phénomène prend une ampleur inhabituelle. Le sol n'est pas simplement appauvri. Il semble durablement saturé, incapable de se rétablir dans des délais compatibles avec la survie d'une cité. L'irrigation, pilier de l'agriculture sumérienne, portait en elle un risque bien connu. L'eau, en s'évaporant sous le climat chaud, laissait derrière elle des résidus minéraux. Sans gestion rigoureuse, ces résidus s'accumulaient. Les Sumériens avaient développé des techniques pour limiter cet effet, alternant les cultures, ajustant les canaux, abandonnant temporairement certaines parcelles. Or, dans les zones abandonnées, ces mécanismes semblent avoir été dépassés. Les analyses modernes des sols montrent des concentrations élevées de sel dans certaines couches correspondant à la période de l'abandon. Ces concentrations ne s'expliquent pas uniquement par une mauvaise gestion prolongée. Elles suggèrent une accélération du processus, une perturbation volontaire ou du moins exploitée de manière stratégique. Le sel, discret, invisible à l'œil nu, devient alors un agent silencieux de destruction. Contrairement au feu ou à l'effondrement des murs, le sel ne laisse pas de traces spectaculaires. Il agit lentement, progressivement. Il transforme la terre de l'intérieur. Cette lenteur est précisément ce qui le rend efficace comme arme durable. Une fois installé, il continue son travail bien après la fin de l'intervention humaine. Il empêche le retour sans avoir besoin d'être surveillé. Les tablettes ne parlent pas explicitement de salinisation. Elles n'en avaient pas le vocabulaire scientifique moderne. Mais elles décrivent ses effets. Des champs qui ne produisent plus, même après des tentatives répétées. Des terres reclassées, non comme temporairement déficientes, mais comme perdues. Cette distinction révèle une compréhension empirique du caractère irréversible du phénomène. Ce qui frappe, c'est la correspondance entre les zones les plus touchées et les cités rendues silencieuses. Là où la terre cesse de nourrir, la ville ne survit pas. Cette corrélation ne prouve pas à elle seule une intention délibérée, mais elle s'inscrit dans un ensemble cohérent d'indices. La destruction sans pillage, la neutralisation des infrastructures hydrauliques, l'abandon définitif des sites trouvent ici un mécanisme commun. Le sel agit également sur l'eau, il modifie sa qualité, affecte son usage domestique et agricole. Une eau trop chargée devient impropre à certaines cultures, mais aussi désagréable à consommer. Les populations, confrontées à cette dégradation progressive, n'ont pas besoin d'un ordre explicite pour partir. La contrainte environnementale suffit. Dans ce contexte, la guerre ne se manifeste pas par des affrontements visibles, mais par une altération des conditions de vie. Elle transforme le territoire en un espace hostile, sans avoir besoin de le défendre militairement. Cette transformation est d'autant plus efficace qu'elle peut être présentée comme une fatalité naturelle. Le sel, après tout, est déjà là. Il suffit de déséquilibrer le système pour qu'il fasse le reste. Les Sumériens avaient conscience de ce danger. Certains textes tardifs évoquent la crainte d'un excès de sel, la nécessité de surveiller les terres basses, la prudence dans l'irrigation. Ces avertissements prennent une résonance particulière lorsqu'on les replace dans le contexte des régions perdues. Ils ressemblent moins à des conseils généraux qu'à des leçons tirées d'une expérience douloureuse. L'idée que le sel ait pu être utilisé comme arme n'implique pas nécessairement un apport massif et visible. Il suffit parfois de modifier les flux d'eau, de bloquer certains canaux, d'en ouvrir d'autres pour accélérer une salinisation latente. Une telle action exige une connaissance fine du terrain mais peu de moyens spectaculaires. Elle s'inscrit parfaitement dans la logique d'une stratégie discrète et durable. Les effets de cette altération se prolongent sur plusieurs générations. Même lorsque les causes initiales disparaissent, le sol met longtemps à se rétablir, s'il le peut. Dans certains cas, il ne retrouve jamais son équilibre initial. Les populations suivantes, observant l'infertilité persistante, évitent ces terres. La mémoire de la guerre se transmet alors par l'expérience directe, sans récit explicite. Les mythes sumériens parlent parfois de terres devenues amères, de champs qui refusent la semence. Ces images poétiques reflètent une réalité physique. Le goût du sel, perceptible dans l'eau et dans la poussière, devient un signe tangible de la perte. Il marque le paysage et les corps. Il rappelle quotidiennement ce qui a été perdu. Cette transformation du sol modifie également les hiérarchies agricoles. Certaines cultures, plus tolérantes, sont privilégiées. D'autres disparaissent. Cette adaptation réduit la diversité, rend l'agriculture plus vulnérable à d'autres stress.
La guerre, en utilisant le sel comme levier, affaiblit la résilience du système à long terme. Il est important de souligner que la salinisation n'est pas uniforme. Elle touche plus durement les zones basses, les terres proches des canaux mal drainés. Le choix des cités affectées correspond souvent à ces caractéristiques. Là encore, la concordance entre la géographie et les effets observés suggère une sélection réfléchie des cibles. Les cités survivantes semblent tirer des enseignements de cette expérience. Les archives montrent une attention accrue portée à la gestion de l'eau, à la rotation des cultures, à l'entretien des canaux. Cette vigilance accrue est une réponse défensive, mais aussi une reconnaissance implicite du danger. Le sel devient un adversaire permanent, intégré dans la gestion quotidienne. À long terme, cette menace invisible contribue à la centralisation du pouvoir. La gestion fine de l'irrigation nécessite une coordination étroite. Les décisions locales deviennent risquées. Le contrôle se déplace vers des instances capables d'imposer des règles uniformes. La guerre environnementale, en altérant le sol, modifie ainsi les structures politiques. Le sel, en tant qu'arme durable, ne détruit pas immédiatement. Il érode. Il oblige à des choix contraints. Il transforme la relation entre l'homme et son environnement en une négociation constante. Cette forme de violence est difficile à identifier, encore plus difficile à raconter. Elle ne laisse pas de cicatrices visibles, mais elle imprime une fragilité profonde. Les cités silencieuses, entourées de terres amères, deviennent des avertissements muets. Elles montrent ce qui arrive lorsque l'équilibre est rompu au-delà d'un certain seuil. Leur abandon n'est pas seulement le résultat d'une défaite humaine, mais d'une dégradation environnementale rendue irréversible. Comprendre le rôle du sel dans cette guerre ancienne permet de saisir la sophistication de la stratégie employée. Elle ne cherche pas à vaincre par la force immédiate, mais à priver durablement de la possibilité même de revenir. Et lorsque le sol garde la mémoire de cette privation, la victoire se prolonge bien au-delà de ceux qui l'ont initiée. Cette persistance pose une question essentielle pour la suite. Si le sel et l'eau ont été utilisés pour remodeler le territoire, comment les générations suivantes ont-elles perçu ces terres abandonnées et quels échos indirects de cette guerre peut-on encore retrouver dans les archives ultérieures, bien après que ces acteurs ont disparu ? Lorsque les dernières cités touchées cessent de produire des tablettes, l'histoire ne s'arrête pas pour autant. Elle change de support. Les générations suivantes écrivent depuis un monde déjà transformé, où certaines absences sont devenues normales. C'est dans ces archives plus tardives, souvent indirectes, que l'on perçoit les échos persistants de la guerre ancienne, non comme un souvenir précis, mais comme une contrainte intégrée à la manière même de penser le territoire. Les scribes des siècles suivants héritent d'un paysage fragmenté. Leurs textes décrivent des routes établies, des frontières stabilisées, des centres urbains consolidés. Mais en arrière-plan, certaines zones restent absentes. Elles ne sont pas disputées, ni revendiquées, elles sont simplement ignorées. Cette ignorance est significative. Elle suggère une mémoire collective qui n'a plus besoin d'être formulée parce qu'elle est devenue structurelle. Dans les listes de terres, certaines régions apparaissent sous des appellations anciennes, parfois accompagnées de qualificatifs ambigus. Elles sont décrites comme éloignées, impropres ou associées à un passé révolu. Ces mentions ne détaillent jamais la cause de leur marginalisation. Elles se contentent d'enregistrer un état de fait. Le lecteur moderne est frappé par cette retenue, comme si expliquer devenait inutile, voire inapproprié. Les textes juridiques offrent également des indices. Ils définissent des droits et des responsabilités liés à la terre, mais excluent implicitement certaines zones. Les règles s'appliquent là où l'exploitation est possible. Ailleurs, le silence prévaut. Cette absence de cadre légal pour des territoires précis indique qu'ils ne sont plus considérés comme intégrables au système normatif. Ils existent en marge du droit, tout comme ils existent en marge de l'économie. Dans certains documents administratifs, des mentions de déplacement de population persistent bien après la disparition des cités concernées. Des groupes sont décrits comme originaires de régions qui ne figurent plus sur les cartes fonctionnelles. Leur origine devient une donnée identitaire, détachée d'un lieu désormais inaccessible. Cette dissociation entre l'identité et le territoire renforce l'idée d'une perte durable. Les archives religieuses, quant à elles, transforment la mémoire de ces régions en symboles. Des lieux anciens sont associés à des récits de déséquilibre, de transgression ou de retrait divin. Ces narrations ne décrivent pas une bataille ni un ennemi. Elles évoquent une rupture cosmique, un changement d'état du monde. Ce langage métaphorique traduit une expérience collective difficile à formuler autrement. Il est notable que ces récits ne cherchent pas à réhabiliter les terres perdues.
Ils ne proposent pas de rituel de reconquête ni de promesses de restauration. Au contraire, ils semblent entériner la perte comme une donnée irrévocable. La mémoire se fige autour de l'idée que certaines choses, une fois altérées, ne doivent pas être réinvesties. Les textes historiques rédigés plus tardivement montrent également une prudence accrue dans l'évocation du passé. Les grandes listes royales mettent l'accent sur la continuité des dynasties, sur la transmission du pouvoir, sur la stabilité retrouvée. Les périodes de rupture sont condensées, simplifiées. La disparition de certaines cités n'est pas racontée comme un événement majeur, mais comme un arrière-plan silencieux. Cette manière d'écrire l'histoire reflète une volonté de normalisation. Le monde tel qu'il est doit apparaître cohérent, ordonné. Les absences trop profondes menacent cette cohérence. Elles sont donc intégrées par omission. Ce choix n'est pas nécessairement conscient. Il résulte d'une adaptation progressive à un paysage amputé. Les archives économiques confirment cette adaptation. Les circuits d'échange se stabilisent autour de nouveaux centres. Les distances sont recalculées, les coûts de transport changent. Les anciennes routes ne sont plus mentionnées. Leur oubli administratif scelle leur disparition fonctionnelle. Une route qui n'est plus comptabilisée cesse d'exister pour le système. Dans certains cas, des tablettes tardives mentionnent des tentatives d'exploration ou de réévaluation de terres marginales. Ces tentatives sont rares et souvent sans suite. Elles apparaissent comme des exceptions, rapidement abandonnées. Leur échec implicite renforce l'idée que la perte n'était pas simplement culturelle, mais ancrée dans une réalité matérielle persistante. Les témoignages indirects apparaissent aussi dans les pratiques linguistiques. Certains termes anciens tombent en désuétude. Des mots liés à des types de terres ou de cultures spécifiques disparaissent du vocabulaire courant. Leur absence reflète la disparition des réalités qu'ils désignaient. La langue elle-même se réorganise autour d'un monde réduit. Cette évolution linguistique est lente, presque imperceptible. Elle n'est pas le fruit d'une réforme, mais d'un usage quotidien. Les mots inutiles cessent d'être transmis. Les générations suivantes ne les apprennent plus. La mémoire de ce qui a été perdu s'efface ainsi jusque dans les structures du langage. Les archives diplomatiques, lorsqu'elles existent, montrent une redéfinition des relations avec les régions voisines. Les frontières deviennent plus stables, moins contestées. Cette stabilité apparente peut être interprétée comme un signe de paix retrouvé, mais elle peut aussi refléter une réduction des enjeux territoriaux. Ce qui a été rendu inutilisable n'est plus disputé. Dans ce contexte, la guerre ancienne n'est plus perçue comme un conflit en cours ou même comme un événement passé. Elle devient une condition préalable, un état du monde à partir duquel tout le reste est construit. Cette intégration profonde explique l'absence de récits explicites. Il n'y a rien à raconter, puisque le monde tel qu'il est en porte déjà la trace. Les générations suivantes ne cherchent pas à comprendre ce qui a été perdu. Elles apprennent à vivre avec ce qui reste. Cette acceptation n'est pas nécessairement un oubli volontaire. Elle est le résultat d'une adaptation réussie. La société fonctionne. Les archives continuent. Le silence des régions disparues devient un élément du décor. Pour les chercheurs modernes, ces témoins indirects sont précieux, précisément parce qu'ils ne cherchent pas à témoigner. Ils révèlent, par leurs angles morts, l'ampleur de ce qui a été effacé. Ils montrent comment une guerre peut disparaître de la narration tout en restant inscrite dans les structures. Ce type de trace est difficile à interpréter, car il exige de lire ce qui n'est pas dit. Il faut comparer, recouper, observer les absences répétées. Mais une fois perçue, cette logique devient cohérente. Les archives ultérieures ne contredisent pas les premières tablettes. Elles les prolongent en silence. La continuité apparente de l'histoire sumérienne est donc trompeuse. Sous cette surface stable se cache une fracture ancienne jamais réellement comblée. Les cités muettes, les terres amères, les routes oubliées continuent d'influencer le présent de ceux qui écrivent, sans être nommés. Cette persistance silencieuse pose une question fondamentale. Si la guerre a laissé une empreinte si profonde qu'elle structure encore les archives longtemps après, comment cette expérience a-t-elle été transformée dans l'imaginaire collectif et jusqu'où les récits mythiques ont-ils pris le relais là où l'administration s'est tue ? Lorsque les tablettes cessent de parler directement, les mythes prennent le relais, non pas comme des récits fantaisistes détachés du réel, mais comme des formes de mémoire transformées. Dans le monde sumérien, le mythe n'est jamais une simple fiction. Il est une tentative d'ordonner ce qui ne peut plus être géré par les outils ordinaires de l'administration et du calcul. Là où les archives deviennent silencieuses, les récits symboliques commencent à murmurer.
Les mythes sumériens évoquent souvent des terres abandonnées par l'ordre du monde, des régions où la fertilité se retire, où les champs refusent la semence, où les villes cessent d'être habitées sans qu'un ennemi identifiable ne soit nommé. Ces descriptions ne sont pas accompagnées de dates ni de lieux précis. Elles flottent dans un temps indéfini. Pourtant, leur contenu résonne fortement avec les réalités observées dans les archives matérielles. Il serait tentant de considérer ces récits comme des inventions tardives destinées à expliquer un passé oublié. Mais leur cohérence interne, leur précision dans les effets décrits, suggèrent autre chose. Ils ne racontent pas la guerre elle-même. Ils racontent ce qui vient après. Un monde modifié, amputé, dans lequel certaines zones deviennent interdites non par décret humain, mais par une sorte de consensus implicite. Dans plusieurs mythes, la perte de fertilité est présentée comme une conséquence irréversible. Les dieux retirent leur faveur non pour punir temporairement, mais pour transformer durablement l'ordre des choses. Cette irréversibilité est un élément clé. Elle correspond à ce que montrent les données archéologiques et agricoles. Les terres perdues ne sont pas restaurées, elles restent en marge, parfois pour des siècles. Les récits mythologiques parlent aussi de villes abandonnées sans combat final. Elles ne sont pas toujours détruites par la violence directe, elles sont vidées. Le langage employé insiste sur le retrait, sur le départ, sur l'arrêt des activités vitales. Ces thèmes correspondent étroitement à l'image des cités silencieuses observées sur le terrain. Il est frappant de constater que les mythes ne glorifient pas ces événements. Il n'y a pas de célébration de la destruction, pas de victoire héroïque clairement définie. Le ton est souvent mélancolique, parfois distant. Le monde est présenté comme ayant changé, sans que ce changement soit nécessairement justifié. Cette neutralité émotionnelle rappelle celle des tablettes administratives. Les deux registres, pourtant très différents, partagent une même retenue. Dans certains récits, des divinités sont associées à des éléments naturels devenus incontrôlables. L'eau qui déborde ou qui se retire, la terre qui se durcit ou s'amertume. Ces images ne décrivent pas des catastrophes soudaines, mais des déséquilibres installés. Elles traduisent une expérience prolongée, vécue sur plusieurs générations. Le mythe devient alors un outil de transmission. Il ne vise pas à expliquer les causes techniques, mais à préserver la mémoire des conséquences. Il avertit, il signale des limites franchies. Il inscrit dans le langage symbolique ce que l'expérience collective a appris à ne plus contester. Certaines terres ne doivent pas être réinvesties. Certains équilibres, une fois rompus, ne peuvent être restaurés. Cette fonction préventive du mythe est souvent sous-estimée. Elle ne s'adresse pas à l'individu, mais à la communauté sur le long terme. Elle remplace l'archive là où celle-ci n'est plus utile. Les tablettes gèrent le présent. Les mythes structurent l'horizon. Il est également significatif que ces récits soient transmis dans des contextes religieux et éducatifs. Ils façonnent la manière dont les générations suivantes comprennent leur monde. Ils expliquent pourquoi certaines régions sont absentes des itinéraires, pourquoi certaines ruines ne sont pas relevées, pourquoi la prudence s'impose face à la terre et à l'eau. Les mythes n'inventent donc pas la disparition. Ils la stabilisent dans la mémoire. Ils lui donnent une forme transmissible, adaptée à un monde où l'événement initial est déjà lointain. Cette transformation est nécessaire pour que la société continue sans être hantée par une perte inexpliquée. Il est important de noter que ces récits ne cherchent pas à désigner un ennemi humain. La cause est déplacée vers des forces supérieures, impersonnelles. Ce déplacement peut être interprété comme une stratégie culturelle. Lorsque l'adversaire n'a pas de visage clair ou lorsque sa désignation n'est plus pertinente, le mythe offre une alternative. Il protège la cohérence sociale en évitant les accusations inutiles. Cette absence d'ennemis nommés dans les mythes rejoint l'absence observée dans les archives administratives. Les deux registres convergent dans leur silence. Ce silence n'est pas un oubli, mais une forme de clôture. Le monde a changé. La cause importe moins que la gestion des conséquences. Les chercheurs modernes ont parfois cherché dans les mythes des descriptions littérales de catastrophes spécifiques. Cette approche risque de passer à côté de l'essentiel. Les mythes ne décrivent pas un moment. Ils décrivent un état. Ils parlent d'un monde dans lequel certaines possibilités ont été retirées. Dans cette perspective, les récits de terres interdites ou de champs stériles ne sont pas des métaphores vagues. Ils sont des traductions symboliques d'une réalité matérielle persistante. La Terre qui ne nourrit plus devient une leçon cosmique. Le déséquilibre environnemental devient un récit sur l'ordre du monde. Cette continuité entre le matériel et le symbolique explique la longévité de ces mythes. Ils restent pertinents tant que les terres restent improductives.
Ils cessent d'être racontés lorsque le monde change à nouveau. Leur durée correspond à celle de la trace laissée par la guerre. Il est également possible que ces mythes aient servi à canaliser une forme de culpabilité collective. Si la destruction est attribuée à une transgression ou à une faute ancienne, elle devient compréhensible même si elle n'est pas réparable. Cette interprétation permet d'intégrer la perte sans chercher à la contester. Ce qui est certain, c'est que les mythes n'ont pas inventé le vide. Ils l'ont habité. Ils ont donné une voix à ce que les tablettes ne pouvaient plus dire. Ils ont transformé une expérience historique en structure mentale. À travers eux, on perçoit encore l'ombre de la guerre ancienne. Non pas dans ses combats, mais dans ses effets durables. Le monde décrit par les mythes est un monde restreint, surveillé, où l'expansion n'est plus évidente. Cette prudence reflète une leçon apprise au prix fort. Les mythes sumériens, loin d'être de simples récits archaïques, sont donc des archives indirectes. Ils conservent la mémoire d'une transformation profonde sans jamais la dater ni la nommer. Ils témoignent d'un passé qui ne peut plus être géré par l'écriture comptable, mais qui continue d'informer les choix collectifs. Comprendre ce que les mythes n'ont pas inventé permet de franchir une étape supplémentaire. Car si ces récits traduisent une expérience réelle, ils posent aussi une limite. Ils montrent jusqu'où la société pouvait aller pour intégrer la perte sans l'expliquer. Au-delà de cette limite, une question demeure ouverte, discrète mais persistante. Jusqu'où les connaissances et les moyens de l'époque ont-ils été dépassés et quelles hypothèses modernes tentent aujourd'hui de combler ce silence ancien ? Pendant longtemps, l'histoire ancienne a été racontée à travers une grille implicite. Chaque civilisation était enfermée dans un cadre de capacités techniques supposées, délimité par les outils retrouvés et les connaissances explicitement décrites. Dans ce cadre, certaines transformations profondes du territoire semblaient difficiles à expliquer. On invoquait alors le hasard, l'accumulation d'erreurs ou des facteurs naturels incontrôlables. Pourtant, l'étude attentive du monde sumérien oblige à nuancer cette vision. Les Sumériens n'étaient pas des ingénieurs au sens moderne, mais ils étaient des observateurs méticuleux. Leur survie dépendait d'un équilibre fragile entre l'eau, la terre et le travail humain. Ils avaient appris, parfois au prix d'échecs sévères, comment modifier un environnement sans outils sophistiqués, mais avec une compréhension fine des effets à long terme. Leur technologie n'était pas spectaculaire, elle était cumulative. Cette distinction est essentielle. Lorsqu'on cherche à comprendre comment certaines terres ont pu être durablement altérées, on projette souvent des attentes modernes. On imagine des moyens brusques, visibles, immédiats. Or, dans un environnement comme la Mésopotamie, les leviers les plus puissants étaient discrets. Un canal déplacé de quelques longueurs, un débit modifié, un drainage interrompu. Ces gestes, répétés et coordonnés, pouvaient produire des effets profonds sans laisser de traces évidentes. Les limites technologiques supposées reposent souvent sur une confusion entre absence d'outils complexes et absence de stratégie. Les Sumériens n'avaient pas besoin de dispositifs inconnus pour transformer leur environnement. Ils disposaient déjà des moyens nécessaires. Ce qui importe, ce n'est pas la sophistication matérielle, mais la compréhension systémique. Et sur ce point, les archives montrent une maîtrise remarquable. Les tablettes révèlent une connaissance empirique des cycles agricoles, des temps de réaction du sol, des effets différés de certaines pratiques. Cette temporalité longue est cruciale. Une altération pensée pour produire ces effets sur plusieurs générations n'exige pas de puissance immédiate. Elle exige de la patience et de la continuité. La technologie, ici, est une technologie du temps. Cette approche remet en question l'idée que les transformations observées dépassaient les capacités de l'époque. Elles dépassaient peut-être les attentes modernes, mais elles étaient cohérentes avec une civilisation qui pensait en termes de cycles longs. Les Sumériens planifiaient les canaux sur des décennies. Ils savaient que certaines décisions ne porteraient leurs fruits que pour leurs descendants. Cette projection dans l'avenir rend plausible une stratégie environnementale durable. Les chercheurs ont parfois invoqué des catastrophes naturelles pour expliquer la stérilisation de certaines terres, des crues exceptionnelles, des changements climatiques soudains. Ces hypothèses ne sont pas à exclure, mais elles ne rendent pas compte de la sélectivité observée. Les zones touchées ne correspondent pas à un schéma aléatoire. Elles suivent une logique territoriale et administrative. Cette logique implique une intervention humaine, même si elle s'appuie sur des processus naturels. Le sel, l'eau, l'évaporation ne sont pas des inventions. Ce sont des éléments existants, utilisés ou laissés agir différemment. La technologie, dans ce contexte, consiste à orienter des forces déjà présentes plutôt qu'à en créer de nouvelles.
Il est également important de considérer la dimension organisationnelle comme une technologie à part entière. Coordonner des travaux hydrauliques sur de vastes territoires, décider collectivement de l'abandon de certaines zones, rediriger des populations, tout cela nécessite une capacité de gestion avancée. Cette capacité est attestée par les archives administratives. Elle constitue un outil aussi puissant que n'importe quel dispositif matériel. Les limites technologiques supposées servent parfois à rassurer. Elles permettent de maintenir une séparation nette entre le passé et le présent. Pourtant, l'exemple sumérien montre que des sociétés anciennes pouvaient produire des effets durables avec des moyens simples, pourvu qu'ils soient utilisés de manière cohérente et prolongée. Cette constatation invite à une forme d'humilité. La question n'est donc pas de savoir si les Sumériens possédaient des technologies inconnues, mais s'ils comprenaient suffisamment bien leur environnement pour en exploiter les fragilités. Les indices suggèrent que oui. Leur écriture, leur administration, leur agriculture témoignent d'une attention constante aux interactions complexes entre les éléments. Les limites apparaissent plutôt dans la transmission de cette connaissance. Une fois les effets installés, les générations suivantes héritent d'un monde modifié sans toujours comprendre les causes initiales. La technologie devient invisible. Les gestes qui ont déclenché les transformations ne sont plus pratiqués, mais leurs conséquences persistent. Cette invisibilité renforce l'impression d'un phénomène dépassant les capacités humaines. Les mythes, dans ce contexte, remplissent un vide explicatif. Ils attribuent aux dieux ce qui ne peut plus être retracé. Cette attribution n'est pas une fuite devant la réalité, mais une reconnaissance des limites de la mémoire humaine. Lorsque la chaîne des causes est rompue, le récit symbolique prend le relais. Pour les chercheurs modernes, cette situation pose un défi méthodologique. Il est tentant de chercher des preuves spectaculaires, des objets extraordinaires, des ruptures nettes. Or, la transformation observée est diffuse. Elle se lit dans les absences, dans les détournements, dans les sols altérés. Elle exige une lecture patiente, attentive aux continuités plus qu'aux ruptures. Reconsidérer les limites technologiques supposées permet également de comprendre pourquoi cette guerre ancienne a laissé si peu de traces narratives. Elle ne reposait pas sur des innovations visibles, mais sur l'exploitation maîtrisée de processus connus. Elle n'avait pas besoin d'être racontée pour être efficace. Elle s'inscrivait dans le fonctionnement normal du monde. Cette efficacité silencieuse est peut-être ce qui a le plus déconcerté les générations suivantes. Comment se défendre contre quelque chose qui n'a pas de forme claire, pas d'armes identifiables, pas de méthode spectaculaire? La réponse fut une adaptation prudente, une restriction des ambitions, une concentration sur ce qui restait contrôlable. En réévaluant les capacités techniques de l'époque, on comprend mieux pourquoi certaines hypothèses modernes peinent à convaincre. Il n'est pas nécessaire d'imaginer des moyens extraordinaires pour expliquer les effets observés. Il suffit de reconnaître la puissance cumulative de gestes ordinaires d'appliquer avec constance et intention. Cette reconnaissance ne diminue pas le mystère, elle le déplace. Le mystère ne réside plus dans une technologie perdue, mais dans une décision collective, dans le choix de transformer le territoire d'une manière qui dépasse une génération, dans l'acceptation d'un monde amputé comme nouvelle norme. À ce stade, une question demeure en suspens. Si les moyens employés étaient à la portée des connaissances de l'époque, pourquoi une telle stratégie a-t-elle été mise en œuvre et pourquoi a-t-elle visé non pas l'expansion, mais l'effacement ciblé? La réponse se trouve peut-être moins dans la technique que dans la nature même de la disparition observée, une disparition trop cohérente pour être accidentelle, trop propre pour être chaotique. Lorsque l'on rassemble l'ensemble des indices, une caractéristique revient avec insistance. Ce qui a disparu ne l'a pas fait dans le désordre. Il n'y a pas d'accumulation chaotique de ruines, pas de couches successives de reconstruction avortées, pas de signe d'une lutte prolongée pour le maintien. Les cités se sont tues avec une netteté troublante. Cette propreté apparente n'est pas esthétique, elle est structurelle. Dans l'histoire ancienne, les villes détruites sont souvent recyclées. Leurs pierres sont réemployées, leurs emplacements réinvestis, leurs temples reconstruits sur les mêmes fondations. Même après des catastrophes majeures, l'activité humaine revient, attirée par la mémoire du lieu et par les infrastructures existantes. Ici, cette logique est rompue. Les cités restent là, mais elles cessent d'être des options. Cette absence de tentative prolongée de retour est l'un des aspects les plus déroutants. Elle suggère que l'abandon n'était pas seulement une conséquence immédiate, mais une décision consolidée. Le territoire n'a pas été temporairement perdu. Il a été retiré du champ des possibles.
Une telle décision n'est jamais prise à la légère dans une civilisation dépendante de chaque parcelle cultivable. Les fouilles montrent que les limites des zones abandonnées sont souvent nettes. On passe d'un espace encore exploité à un autre qui cesse brutalement de l'être. Cette transition ne correspond pas toujours à une frontière naturelle évidente. Elle semble répondre à une logique humaine tracée selon des critères fonctionnels plutôt que géographiques. Cette netteté renforce l'idée d'un découpage intentionnel. Dans ces zones, les traces de violence directe sont paradoxalement limitées. Il n'y a pas de destruction totale, pas d'effacement matériel complet. Les structures demeurent assez intactes pour être identifiables. Cette retenue n'est pas le signe d'une absence de violence, mais d'une violence orientée. Il s'agissait de rendre ces lieux inutiles, non méconnaissables. La disparition est donc propre dans le sens où elle ne laisse pas de désordre durable à gérer. Les cités survivantes ne sont pas encombrées par des ruines actives à proximité. Les flux peuvent être redirigés sans avoir à composer avec des zones instables. Le territoire est simplifié même s'il est appauvri. Cette simplification se retrouve dans les archives. Les listes deviennent plus courtes, mais plus cohérentes. Les circuits administratifs sont resserrés. Les exceptions disparaissent. Cette homogénéité nouvelle facilite la gestion, mais elle est le produit d'une perte. Une perte rendue acceptable par sa clarté. La propreté de la disparition se manifeste également dans la temporalité. Il n'y a pas de longue période de déclin oscillant entre reprise et rechute. Une fois la décision prise, le processus semble irréversible. Les tentatives de maintien cessent rapidement. Le système s'adapte ailleurs. Cette rapidité relative suggère que la marge de manœuvre était limitée dès le départ. Les populations concernées semblent avoir intégré cette réalité sans résistance prolongée. Il n'y a pas de traces d'insurrection, de reconquête locale, de tentatives répétées de réoccupation. Cette absence de contestation peut être interprétée comme une résignation forcée, mais aussi comme la reconnaissance d'une impossibilité matérielle. La terre ne répond plus. L'eau ne circule plus correctement. Le lieu ne soutient plus la vie. Cette reconnaissance collective est essentielle pour comprendre la propreté de la disparition. Une violence qui s'impose sans nécessité de surveillance constante est une violence qui a atteint un seuil d'évidence. Elle ne se maintient pas par la force armée, mais par l'environnement lui-même. Les cités sont abandonnées parce qu'elles ne fonctionnent plus, non parce qu'elles sont occupées. Les récits ultérieurs reflètent cette évidence. Ils ne parlent pas de villes détruites par des ennemis visibles, mais de lieux retirés de l'ordre du monde. Cette formulation traduit une expérience où la disparition est perçue comme un état naturel, même si elle ne l'est pas. La propreté de la disparition facilite cette naturalisation. Pour les chercheurs modernes, cette netteté pose un problème interprétatif. L'histoire aime les ruptures claires ou les continuités progressives. Ici, on observe une rupture nette, mais sans événement spectaculaire. Une coupure sans fracas. Cette combinaison est inhabituelle, mais elle est cohérente avec une stratégie qui vise l'effacement plutôt que la domination. La disparition trop propre est également visible dans l'absence de mémoriaux. Les cités survivantes ne construisent pas de monuments pour commémorer la perte. Elles n'inscrivent pas la destruction dans la pierre. Elles continuent. Ce silence commémoratif est une forme de clôture. Ce qui est trop difficile à intégrer est laissé hors du récit public. Cette attitude peut être comprise comme une stratégie de survie culturelle. Se souvenir explicitement d'une perte irréversible peut paralyser. L'oublier partiellement permet d'avancer. La propreté de la disparition, en laissant peu de désordre visible, facilite cet oubli fonctionnel. Cependant, cet oubli n'est jamais total. Il subsiste dans les pratiques, dans les détours, dans les interdictions implicites. Les cartes mentales intègrent des zones blanches. Les itinéraires évitent certains espaces sans que la raison soit toujours formulée. Cette mémoire silencieuse est l'héritage le plus durable de la disparition. La cohérence de ce phénomène sur plusieurs régions suggère qu'il ne s'agit pas d'une série de coïncidences. La propreté de la disparition est un résultat. Elle indique une maîtrise des conséquences, sinon des causes. Elle montre que la guerre ancienne, quelle que soit sa forme exacte, a atteint un niveau de contrôle rarement observé pour l'époque. Ce contrôle n'implique pas nécessairement une autorité unique. Il peut résulter d'une convergence d'intérêts, d'une compréhension partagée des fragilités du territoire. Une fois ces fragilités exploitées, le reste du processus se déroule presque automatiquement. Le système s'ajuste, les pertes se stabilisent. Le monde continue, réduit. Cette réduction est acceptée comme le nouveau cadre. Les générations suivantes naissent dans un paysage déjà amputé.
Pour elle, la disparition n'est pas un événement, mais une condition. Cette normalisation est le signe ultime de la réussite de la stratégie. Une guerre dont les effets deviennent invisibles est une guerre qui n'a plus besoin d'être rappelée. À ce stade, la disparition trop propre laisse derrière elle une question plus large. Si une civilisation peut perdre une partie d'elle-même de manière aussi nette et continuer à fonctionner, quelles traces de cette amputation subsistent dans les structures qui lui succèdent ? Et comment cet effacement ancien a-t-il façonné, sur le long terme, les civilisations qui ont hérité de ce territoire réorganisé ? Lorsque la période sumérienne s'achève, le territoire mésopotamien ne redevient pas vierge. Il est repris, réorganisé, renommé. D'autres peuples s'installent, d'autres langues s'imposent, d'autres dieux prennent place dans les temples. Pourtant, sous ces changements visibles, quelque chose demeure étonnamment stable. Les absences persistent. Les zones évitées restent évitées. Le paysage hérité conserve les marques d'une amputation ancienne que personne ne cherche réellement à réparer. Les civilisations qui succèdent aux Sumériens héritent d'un monde déjà contraint. Elles ne connaissent pas directement les cités silencieuses à leur apogée. Elles rencontrent des ruines anciennes, des terres peu accueillantes, des réseaux hydrauliques interrompus depuis longtemps. Pour elles, ces réalités font partie de l'ordre établi. Elles ne sont pas perçues comme des anomalies à corriger, mais comme des limites à intégrer. Les archives akkadiennes, puis babyloniennes, montrent une continuité frappante dans l'organisation du territoire. Les centres de pouvoir se déplacent, mais rarement vers les zones abandonnées. Les grandes villes émergent ailleurs, souvent en reprenant les axes consolidés après la disparition sumérienne. Cette répétition suggère que les choix initiaux ont fixé une trajectoire durable, difficile à infléchir. Les textes administratifs ultérieurs confirment cette inertie. Ils reprennent des divisions territoriales anciennes, parfois sans en comprendre l'origine. Des frontières sont maintenues par habitude. Des terres restent marginales sans justification explicite. Le système fonctionne sur une carte héritée, dont certaines lignes ont été tracées bien avant la mémoire directe des scribes. Les pratiques agricoles évoluent, mais elles évitent les mêmes zones problématiques. Même lorsque de nouvelles techniques apparaissent, l'investissement se concentre sur des terres jugées fiables. Les régions autrefois touchées par la stérilité restent en marge, parfois utilisées de manière marginale, jamais comme des piliers de production. Cette prudence transmise sans discours explicite est l'un des signes les plus clairs d'un héritage profond. Les récits mythologiques se transforment, mais ils conservent des motifs similaires. Les terres interdites changent de nom. Les causes cosmiques sont réinterprétées. Mais l'idée centrale demeure. Il existe des lieux où l'ordre du monde est fragile, où l'homme ne doit pas s'installer durablement. Cette continuité symbolique montre que la mémoire de la perte a traversé les changements culturels. Les routes commerciales reflètent également cet héritage. Les itinéraires majeurs contournent certaines zones depuis des siècles. Ces détours deviennent des évidences géographiques, intégrées dans les cartes mentales. Leur origine n'est plus discutée. Elle est inscrite dans l'usage. Une route qui n'a jamais existé pour une génération donnée ne manque pas. Sur le plan politique, cette configuration favorise la centralisation. Les pouvoirs successifs gouvernent un territoire déjà resserré. Les marges sont moins nombreuses, plus surveillées. Cette concentration facilite le contrôle, mais elle limite aussi l'expansion. Les empires qui émergent doivent composer avec un espace dont certaines potentialités ont été définitivement réduites. Les conflits ultérieurs se déroulent rarement dans les zones abandonnées. Ils se concentrent sur les mêmes centres stratégiques. Cette répétition des lieux de confrontation montre que le champ du possible a été restreint bien avant. La guerre ancienne continue d'influencer où la guerre peut encore avoir lieu. Les archives montrent également une évolution dans la perception du passé. Les civilisations suivantes parlent des Sumériens comme d'ancêtres lointains, porteurs d'un savoir ancien. Elles ne mentionnent pas explicitement les pertes territoriales, mais elles héritent de leurs conséquences. Le passé est respecté, mais il est aussi simplifié. Ce qui ne peut être expliqué est absorbé dans une image générale de l'ancienneté. Cette simplification permet la continuité. Les sociétés peuvent se projeter sans être alourdies par des questions insolubles, mais elle a un coût. Elle efface les causes profondes, laissant subsister uniquement les effets. Le monde tel qu'il est devient la seule référence. Les fouilles modernes montrent que certaines zones abandonnées restent étonnamment intactes à travers les siècles. Elles ne sont ni densément occupées, ni intensivement exploitées. Leur statut particulier se maintient, même lorsque les populations environnantes changent.
Cette persistance matérielle est un écho direct de la stratégie initiale. Il est frappant de constater que les tentatives tardives de réoccupation, lorsqu'elles existent, sont souvent de courte durée. Elles échouent discrètement. Les structures ne s'installent pas. Les communautés se déplacent ailleurs. Ces échecs silencieux renforcent la réputation implicite de ces terres. Elles ne sont pas maudites au sens mythique, mais elles sont connues comme peu fiables. Ce savoir empirique circule sans texte fondateur. Il se transmet par l'expérience, par les récits locaux, par les décisions répétées. Il devient une forme de tradition négative. On sait où ne pas aller. Cette connaissance est aussi structurante que celle qui indique où s'installer. À mesure que les siècles passent, la guerre ancienne devient de plus en plus difficile à distinguer comme événement. Elle se dissout dans la longue durée. Pourtant, son empreinte continue de façonner le présent de chaque nouvelle civilisation. Elle influence les choix sans être nommée. Elle agit sans être reconnue. Cette influence silencieuse rappelle que certaines décisions humaines dépassent largement ceux qui les prennent. Une transformation du territoire pensé, pour durer quelques générations, peut en affecter des dizaines. Le temps devient un allié de la stratégie. Plus il passe, plus l'origine se brouille, plus l'effet se stabilise. Les civilisations suivantes ne sont pas victimes directes de la guerre ancienne, mais elles en sont les héritières. Elles vivent dans un monde dont certaines possibilités ont été retirées avant leur apparition. Cette contrainte invisible façonne leurs ambitions, leurs peurs, leurs récits. Il serait tentant de voir dans cette continuité une simple inertie. Mais elle révèle aussi une capacité d'adaptation remarquable. Les sociétés mésopotamiennes ont appris à fonctionner dans un espace réduit, à optimiser ce qui restait. Cette adaptation est à la fois une force et une limite. Elle permet la survie, mais elle enferme dans un cadre étroit. À long terme, cet héritage contribue à la vulnérabilité du système. Lorsque de nouvelles perturbations surviennent, le territoire offre moins de marge de manœuvre. Les civilisations successives doivent en composer avec une fragilité accumulée. La guerre ancienne, en effaçant des zones entières, a réduit la résilience globale. Ce long écho montre que la disparition sumérienne n'a pas été un épisode isolé. Elle a été un point de bascule. Elle a redéfini le possible. Elle a imposé une géographie mentale et matérielle qui a survécu aux langues, aux dieux et aux empires. Comprendre cet héritage conduit naturellement à une dernière interrogation. Si les effets de cette guerre ont traversé les siècles avec une telle discrétion, que reste-t-il encore à découvrir dans les silences eux-mêmes, dans ce que les tablettes, les mythes et les ruines n'ont jamais explicitement formulé, mais n'ont jamais cessé de suggérer ? À la fin de cette longue traversée des archives, des sols, des ruines et des récits, une évidence s'impose avec une discrétion presque inconfortable. Ce qui manque est aussi structurant que ce qui subsiste. Les tablettes sumériennes, si minutieuses dans leur gestion du monde, ne disent jamais directement ce qui a déclenché cette transformation profonde. Elles décrivent les conséquences avec une précision remarquable, mais elles évitent le moment initial. Ce silence n'est pas une lacune accidentelle. Il fait partie du phénomène. Les scribes avaient les moyens d'écrire des conflits. Ils l'ont fait ailleurs, sans hésitation. Ils savaient nommer des ennemis, enregistrer des défaites, consigner des destructions visibles. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait ici suggère que l'événement fondateur ne se prêtait pas à une inscription ordinaire, non pas parce qu'il était insignifiant, mais parce qu'il échappait aux catégories habituelles du récit administratif. Ce que les tablettes ne disent pas, c'est le moment précis où la décision a été prise, où l'action déclenchée. Elles ne décrivent pas une rupture brutale dans le langage. Elles glissent progressivement vers un autre monde. Cette transition douce dans l'écriture contraste avec la violence réelle des effets observés. Ce décalage suggère que la transformation n'a pas été vécue comme un événement isolé, mais comme une série de constats successifs, chacun rendant le suivant inévitable. Il est possible que l'origine de cette guerre ait été trop diffuse pour être nommée. Une accumulation de gestes, de choix, de détournements, dont aucun ne semblait décisif, pris isolément. Dans ce cas, il n'y aurait pas eu de moment à consigner, seulement une dérive contrôlée vers un nouvel équilibre. L'écriture, conçue pour fixer des états stables, aurait alors été inadaptée à saisir ce processus. Il est également possible que nommer l'événement ait été inutile, voire dangereux. Donner un nom, c'est offrir une prise à la contestation, à la mémoire, à la revendication. En laissant la cause dans l'ombre, la société pouvait intégrer la perte sans la transformer en traumatisme explicite.
Le silence devient alors une stratégie de stabilisation. Les tablettes ne disent pas non plus qui a initié cette transformation. Aucun acteur central ne se dégage. Cette absence peut refléter une réalité complexe, où plusieurs entités ont contribué, volontairement ou non, à un même résultat. Elle peut aussi indiquer que l'adversaire n'était pas extérieur au système, mais en faisait partie. Une guerre interne au fonctionnement même du monde sumérien. Ce silence sur l'initiateur est cohérent avec la nature des effets. Une transformation environnementale durable ne nécessite pas toujours un ennemi extérieur. Elle peut résulter de décisions prises dans un cadre légitime, mais dont les conséquences dépassent les intentions initiales. Dans ce cas, désigner un responsable aurait été reconnaître une erreur systémique, difficile à intégrer dans un récit de continuité. Les tablettes ne disent pas davantage comment les populations ont vécu ce basculement au quotidien. Elles enregistrent des déplacements, des redistributions, des ajustements, mais elles ne donnent pas voix à l'expérience humaine directe. Ce choix n'est pas une omission morale. Il reflète la fonction de l'écriture à cette époque. L'individu n'est visible que dans la mesure où il affecte le système. Ce qui reste hors du texte, ce sont les hésitations, les débats, les tentatives abandonnées. Tout ce qui ne produit pas de traces durables est effacé. Ce filtrage donne l'illusion d'une transition maîtrisée, presque fluide. Pourtant, les ruines racontent une autre histoire, celle d'un monde qui s'est arrêté sans bruit, mais non sans conséquences. Les tablettes ne disent pas pourquoi certaines cités ont été choisies plutôt que d'autres. Elles montrent le résultat, pas le critère. Cette absence nourrit encore aujourd'hui des interrogations. Était-ce une question de position stratégique, de vulnérabilité environnementale, de symbolique politique ? Les indices suggèrent une combinaison de ces facteurs, mais aucun texte ne les hiérarchise. Ce flou laisse place à l'interprétation, mais il impose aussi une limite. Tout ne peut pas être reconstruit. Il existe un seuil au-delà duquel l'histoire devient irréductiblement fragmentaire. Reconnaître ce seuil n'est pas un échec. C'est une condition de lecture honnête. Ce que les tablettes ne disent pas, enfin, c'est comment leurs auteurs percevaient la portée de ce qu'ils enregistraient. Avaient-ils conscience de participer à l'archive d'une disparition majeure, ou pensaient-ils simplement gérer une crise parmi d'autres ? La réponse importe moins que le constat. Leur écriture a traversé le temps précisément parce qu'elle ne cherchait pas à interpréter, mais à stabiliser. Cette stabilisation a fonctionné. La civilisation sumérienne a survécu, transformée. Les suivantes ont hérité d'un monde déjà ajusté. La guerre, en s'effaçant du récit, a réussi à s'inscrire dans la durée. Elle est devenue une condition initiale, non un souvenir. Les silences des tablettes sont donc actifs. Ils orientent la lecture. Ils forcent à regarder ailleurs, vers le sol, vers les ruines, vers les mythes. Ils rappellent que l'histoire ne se trouve pas uniquement dans ce qui est écrit, mais dans ce qui est durablement modifié. Ce dernier constat invite à une forme de retenue. Il serait tentant de combler ces silences par des hypothèses définitives, de transformer l'absence en certitude. Mais le monde sumérien résiste à cette clôture. Il demeure partiellement opaque, non par manque de données, mais par excès de cohérence silencieuse. Ce qui a été effacé l'a été avec soin. Non pour être oublié immédiatement, mais pour devenir invisible avec le temps. Les tablettes ont joué leur rôle dans ce processus en consignant un monde amputé sans en discuter la cause. Elles ont permis à la société de continuer au prix d'un silence organisé. Aujourd'hui, ce silence nous parvient intact. Il ne demande pas à être brisé, mais écouté. Il rappelle que certaines formes de guerre ne laissent pas de récits héroïques, seulement des paysages modifiés et des trajectoires de contraintes. Il montre que l'effacement peut être plus durable que la destruction. Ce que les tablettes ne disent pas n'est pas un vide à combler, mais un espace de réflexion. Un rappel que l'histoire la plus déterminante est parfois celle qui ne se raconte pas, parce qu'elle a déjà façonné le monde dans lequel les récits deviennent possibles. Et peut-être est-ce là la trace la plus profonde laissée par cette guerre ancienne. Non pas dans ce qui a été gravé dans l'argile, mais dans ce qui a été jugé inutile ou impossible à graver.